Bienvenue à tous, reporters citoyens. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir Louis Fouché. Bonjour Louis. Bonjour Anne, merci beaucoup de me recevoir. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir. C'est une fiertance, comme je dirais, pour moi de te recevoir, puisque ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec des acteurs qui sont en train de faire changer la vision du nouveau monde. J'ai eu l'opportunité d'aller voir ta conférence concernant la peur et je t'avoue que j'avais eu, ben voilà, ça m'avait vraiment porté parce que c'est vraiment dans l'état d'esprit que j'ai également, c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions et de parler plutôt en termes positifs de ce qui se passe plutôt que d'aller alourdir un tout petit peu. Je pense qu'il y a assez de médias qui alourdissent par l'information et nous, aujourd'hui, on avait vraiment cette envie de tirer les gens vers le haut et de donner peut-être des pistes d'action. Donc, je vais te laisser peut-être présenter brièvement ton parcours et puis alors on discute ensemble sur les possibilités que nous avons encore de réagir malgré cette situation qui est anxiogène. Merci de me donner la parole. Mon parcours et puis mon CV, on pourrait dire, c'est pas si facile, hein. Tu sais, avant, on me demande, «C'était qui alors? Présente-toi succinctement» et puis tu as une sorte de pitch un peu tout préparé, presque comme ta signature, en bas des documents administratifs, tu vois? C'est un réflexe, c'est même plus, tu y réfléchis plus vraiment et tu poses dedans, tous tes diplômes, tout le tous les achievements, la participation professionnelle que tu as. Et la période qu'on vit, vient rebattre ça. C'est-à-dire que maintenant pour moi, c'est plus difficile de savoir, exactement, qu'est-ce que je suis parce que, ça bouge énormément et je crois que c'est le cas pour, toute notre société et pour beaucoup de gens, à l'intérieur de ces dernières années. C'est venu, questionner, voilà qui on est. Tu mets un CV en bas là, donc on voit un petit Ah peu, bah écoute, comme ça rafraîchit, pour qu'on ait une idée malgré tout de, pour ouais, ceux qui ouais, ne ouais, connaissent pas, ce qui m'étonnerait quand même, hein, vu que tu j'ai 46 ans, et j'ai l'impression d'être encore jeune et vieux à la fois, c'est-à-dire d'avoir vécu beaucoup de choses, ces dernières années et d'avoir comme une sorte de fatigue aussi, hein, hem, d'épuisement de devoir, traverser tout ça et à la recherche d'endroits où on peut se ressourcer, d'endroits où on peut reprendre de la joie de vivre, de l'énergie pour pouvoir contribuer, et puis peut-être aussi, à l'écoute de moments de besoin de repos, de besoin de dépression, il y a beaucoup de gens qui pensent que la dépression c'est nocif, c'est quelque chose de toxique qui vient nous faucher. Mais peut-être que en fait c'est un moment nécessaire dans nos vies pour justement se recentrer sur soi-même et que à chaque fois que quelqu'un vous dit ouais il faut faire ci, tu devrais sortir, tu devrais voir des amis et tout ça, bah non, peut-être que à ce moment-là il faut juste rester tranquille et qu'il y a pas de violence à se faire. Donc moi, ouais, mon parcours il est multiple et ce qui est étonnant, c'est que ces dernières années ont convoqué beaucoup de choses que j'avais faites dans ma vie, qui sont venues être utiles pile à ce moment-là, alors que je savais pas qu'elles allaient être utiles un jour. Et ça a été une grande surprise, hein, de voir que, moi j'avais fait de la communication non violente de manière personnelle, pour, comme une voie de sagesse quelque part et puis comme une façon de pouvoir mieux discuter, en couple et en famille, en voyant que le couple et la famille, venaient quand même, taper très fort sur l'ego et sur les attentes et j'avais fait, des parcours de formation en communication non violente mais je voyais pas bien comment ça pouvait s'intégrer à tout le reste. Or pendant le Covid, c'est venu, exactement, m'aider à trouver moi quelle était ma façon juste de parler. Qui était, une volonté de pas tout mélanger, entre les gens qui étaient, aux manettes de la destruction programmée et volontaire, de notre économie, de nos sociétés et cetera et puis ceux qui, comme moi, le subissent et dans le fait de le subir, il y a plein de façons de le vivre. Il y a ceux qui se révoltent, il y a ceux qui, se terrent, il y a ceux qui font semblant qu'il se passe rien, il y a ceux qui veulent pas savoir. Toutes ces facettes-là sont arrivées et pour moi, ça servait à rien de d'aller taper sur, mes voisins, sur mes collègues et tout ça parce que je les ai vus comme des ouais, un peu comme des victimes en fait de ce qui était en train de se passer et c'était pour moi pas le bon endroit, où il fallait dénoncer des choses. Il fallait plutôt essayer de se réconcilier avec cela et ça reste aujourd'hui encore une difficulté, hein, dans la parole publique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ni oubli ni pardon par rapport à tout ce qui s'est passé et
et je comprends qu'il y a de la colère, hein, que les gens ils ont perdu des proches, ils ont eu des effets secondaires sur des gens autour d'eux, ils ont euh, perdu leur boulot, ça a diffracté leur famille, ils ont divorcé, etc. Enfin voilà, c'est venu vraiment chambouler toutes nos existences. Et donc pour moi, c'est complètement ok que des gens soient super en colère. Mais ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que les crises se résolvent jamais par encore plus de violence, tu vois, par le fait de se venger, de régler ses comptes. Ça, c'est l'histoire de la vendetta en Corse, tu vois. De ouais, la famille, il y a 250 générations, il s'est passé ci, et puis depuis tout le monde s'entretue Et on ne parce sait que plus pourquoi. ouais, ouais, et puis c'est Roméo et Juliette. Hein. En général, c'est qu'il y a un garçon qui aimait une fille d'une autre famille, et elle aurait pas dû. Et quoi, t'as couché avec ma fille, il se fait tuer. Enfin, tu vois. Et ça s'arrête pas. Mm. Alors que moi, ce que je cherche, c'est une voie de résolution réellement très profonde, qui permette de passer réellement à autre chose, euh, tout en se souvenant. Donc pour moi, il y a ni oubli, ça c'est clair. Il y a aucun oubli, et il y a vraiment besoin de cultiver une sorte de mémoire de ce qui s'est passé Oui, ben de justement. manière précise, Mm. parce que tout ce qui est entrepris aujourd'hui par ceux qui sont aux manettes, c'est aussi de nous perdre dans le temps et dans l'espace. Ça fait partie des techniques du MK Ultra, hein, du mind control. C'est de se désorienter dans le temps et dans l'espace. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans les villes aujourd'hui, on change les sens de circulation régulièrement. Tu sais pas pourquoi, une rue d'un coup elle est dans l'autre sens, alors que d'habitude, depuis Dans 10 les ans, tu la prenais magasins dans... aussi. Ouais, tu Alors la prenais dans directement, ce sens-là. c'est pour mieux consommer, mais là je suis pas sûre quand même que effectivement il y a, pour moi aussi il y a l'ordre de déstabiliser par ce côté de ne plus savoir l'orientation, les bases. On te raconte tout et puis on te raconte le contraire. Donc il y a vraiment une forme. Pardon, je t'en prie. Ne me dis pas que tu es allergique aux Belges, hein, parce que tu as Non, ça quand va. même pas mal d'auditeurs belges là. Non, c'est le printemps, les cyprès et tout ça. C'est le printemps, oui. Donc oui, oui, effectivement, tu vois qu'il y a une déstabilisation effectivement de la personnalité et ça c'est grave parce que c'est ne plus avoir de poids de repère. Exactement, ouais. Et ça fait que tu oublies qui tu es, tu sais plus très bien qui tu es. Et tu vois, c'est ta première question, et au fond, elle peut nous emmener assez loin. Hein. C'est mais qui t'es, Louis Fouché? Et, ok, mon nom, mon prénom, ça va encore, mais même ça, c'est comme si ces dernières années, ça avait été partiellement volé par les événements, par le discours médiatique. Et tu vois, je pensais que j'étais médecin, que j'avais fait des études longues pour devenir médecin réanimateur. Et puis il y a quelques semaines, je postule pour faire un remplacement en réanimation, ce qui est ma spécialité. Et le chef de service, après avoir longuement tergiversé, me dit bon, vous avez plus de diplômes que nous tous réunis, on a besoin de vous, etc. Mais j'ai regardé sur internet et la couverture médiatique que vous avez, je sais bien que c'est faux, mais je peux pas me permettre de prendre le risque pour mon service. Et là, tu vois que même si des choses sont fausses, si elles sont répétées, répétées, elles deviennent dans l'esprit des autres comme une réalité tangible qui a un impact et qui finit par modifier le cours de l'existence. Parce que actuellement, ce qui est marqué dans Wikipédia, ce qui est marqué sur Google, etc., va faire foi pour beaucoup de gens. Et ils sont comme enfermés dans une bulle virtuelle où l'identité narrative digitale, numérique, qui est virtuelle, qui est créée autour de chacun, devient plus importante que ce qu'on est pour de vrai. Et tu vois que petit à petit, c'est pas un hasard si le projet c'est l'identité numérique. C'est que petit à petit, c'est de nous transférer dans le monde virtuel, qu'on devienne comme des avatars Hum. et qu'on choisisse nous-mêmes la couleur de nos yeux, le maquillage fait comme sur TikTok, tu mets des filtres, est-ce que t'as les joues un peu plus truc, ou je sais pas quoi, ou est-ce que bon non, t'as tes cernes habituelles et voilà, bah, tu C'est faisais pour du ça qu'on ne se maquillage, reconnaît plus, ouais, tu vois, le truc sur Tinder où tu rencontres quelqu'un et puis tu vas sur place et puis tu dis, c'est cette personne. exactement, ouais. Qui est cette Oui, personne? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et, oui, oui. Donc et on d'ailleurs, change il y a beaucoup, d'identité. ouais, il y a beaucoup de gens qui se font une image même de, bah, on vit comme dans un monde d'images et de masques où tout le monde porte des masques en permanence, fait semblant, passe son temps à s'auto-censurer pour pouvoir continuer à faire partie de la société, à continuer à faire partie du groupe social. Et ça a été une des choses très douloureuses ces dernières années, c'est de voir à quel point on n'était pas accepté dans son authenticité par la société. C'est-à-dire que si jamais tu as le malheur de dire tes opinions, ce que tu penses et tout ça, en espérant qu'elles puissent faire l'objet d'une discussion, qu'elles puissent ouvrir un chemin de rencontre, bah non, non, c'est pas vrai. Elles sont au contraire des voies de discorde systématiques
comme si les gens se cramponnaient à tous les discours médiatiques parce qu'ils savent plus où ils habitent, justement, comme on disait. Il y a cette désorientation en permanence et donc je ne sais plus qui je suis et donc je vais prendre à l'extérieur que je suis. Et c'est pas facile, hein. C'est-à-dire que à certains moments, moi, je me demande, mais est-ce que ce qui a marqué sur Wikipédia, c'est vrai? Est-ce que, tu vois, sur soi-même, et tu te dis, mais on cherche à te faire devenir fou, Oui. à te faire perdre ton identité, à te dissocier. Et J'ai envie c'est un de mécanisme. rebondir, si tu Ouais. permets, là-dessus par rapport à l'expérience de vivre avec un pervers narcissique. Les pervers narcissiques, ils ont tendance également à créer un personnage de la personne qui est victime. Et ils vont tellement marteler tu es oh mais tu es ceci, mais tu es cela, etc. que finalement effectivement la victime devient, elle se pose des questions et c'est souvent la victime qui se fait aider à titre psychiatrique ou psychologique que vraiment le bourreau en fait. Parce qu'il y a une inversion qui s'est faite et on voit qu'il y a un mode de fonctionnement au niveau de l'État qui utilise ce même procédé vis-à-vis de la population. Et je remarque que ceux qui ont été en contact avec des personnes perverses narcissiques, même si c'est un mot qui est galvaudé, tout ce qu'on veut, mais quand on a connu vraiment le vrai pervers narcissique qui démolit la personnalité, on se rend compte qu'en fait, ils ont fonctionné de cette manière-là. Ouais, tout à fait, hein. Tu parles d'inversion, de perversion, de retournement, d'inversion accusatoire, d'inversion de la charge, de la responsabilité aussi. Tu vois, petit à petit, ce qui se passe, c'est comme si c'était de ta faute. Mm. C'est ta faute s'il y a le changement climatique. C'est de ta faute s'il y a le Covid. C'est de ta faute si mamie elle meurt. C'est de ta faute si on est obligé de te prendre ton pognon pour faire la guerre, etc. Et ça, c'est proprement épuisant. C'est-à-dire que Mm. je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous là qui sont rincés. Et peut-être même encore plus les gens qui ont fait semblant de rien, qui ont fait semblant qu'il se passait rien et qui continuent à vivre dans ce truc-là de manière lancinante. C'est que bah, ils ont même pas l'énergie de faire face et de se relever, de dire non mais attendez, tout ça c'est faux quoi, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas et c'est une des choses que j'ai remarqué aussi ces dernières années, c'est à quel point cette gouvernance perverse où l'inversion est systématique est menée par quelques personnes qui, elles, savent très bien ce qu'elles font, sont pas du tout perdues, ont une identité tout à fait définie et un projet tout à fait clair. Euh, et ces gens-là, il est très difficile de s'en débarrasser. C'est comme s'ils rentraient de manière interstitielle dans ta pensée, dans ta vie, dans tout le temps. Il faudrait que tu parles d'eux. Tu vois, quand Emmanuel Macron dit un truc, après il faut le commenter pendant des heures. Alors que et tu dis mais moi j'ai pas choisi ça, je veux pas qu'il rentre en moi en fait. Pourquoi je le laisse rentrer à l'intérieur de moi, vraiment comme tu vois des tentacules d'un cancer. Je voudrais donner une image qui parle aux auditeurs, mais Non, euh, un viol ça- psychologique aussi, hein, je veux dire, ouais, parce que voilà, on nous vole notre temps, on nous vole notre énergie. Et c'est vrai que bah, toute situation qu'on est en train de nous proposer, puisqu'elles sont toujours farfelues, toujours extravagantes, etc., ça prend énormément d'énergie. Et toi, comment tu le vis? Je veux dire, bah oui, tu as l'air d'être empoisonné par ça. Est-ce que tu as une réaction épidermique au point de couper les réseaux ou tu surfes dessus et tu le prends positivement? Comment tu fais pour supporter ça? pour moi, il y a peut-être plusieurs voies à titre personnel. Le début du Covid et l'incompréhension que j'avais de ce qui se passait m'a poussé à appeler à l'aide. Et tu vois, tout le début de Réinfo Covid, des groupes qu'on a créés, c'était vraiment bon. Bah moi, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe tout seul. J'ai l'intuition et j'ai quelques éléments de réalité pour dire que c'est complètement aberrant, complètement dysfonctionnel. Mais je voyais pas l'ensemble du tableau, si tu veux. J'avais du mal à comprendre que, au fond, il y avait une rationalité dans dans ce qui me semblait être une sorte de schizophrénie, une sorte de folie. Tu vois. Mais si tu rentrais à l'intérieur de la folie, tu pouvais peut-être essayer de comprendre cette folie-là, quoi. La folie du pouvoir, du contrôle, de l'argent, au fond, hein, toujours la même histoire. Hein. Et justement, cette perversion narcissique devenue le modèle en fait d'individuation prééminent, c'est-à-dire pour toutes les personnes qu'on est, pour devenir un homme, une femme, il y a plus de chemin qui est balisé. Dans la plupart des sociétés, il y a des épreuves initiatiques, tu vois. Tu es un enfant, puis tu deviens un chasseur parce que dans la tribu, parce que tu as passé une épreuve. Cette épreuve, en général, elle vient te poncer à frottement dur avec le réel, parce qu'elle te confronte à de la violence, à de la souffrance, et elle te permet de sortir de ta condition d'avant, qui était celle du petit enfant, pour devenir plus grand. Mm. Et
c'est très ritualisé. Normalement, les autres t'accompagnent, t'encadrent. Le chaman t'aide à passer l'épreuve. Il y a tous les hommes de la tribu qui participent à ton initiation. Et c'est pareil chez les femmes, mais avec d'autres épreuves initiatiques, dont l'accouchement. Aujourd'hui, il y a comme plus d'épreuves initiatiques, plus vraiment de chamans bienveillants qui veulent nous accompagner, et plus de ritualisation collective qui soit bien structurée. Et donc, qu'est-ce qui reste pour s'individuer? Il y a comme ces traumatismes répétés qui sont créés pour faire une sorte de grimace grotesque de l'initiation, tu vois. Pour nous aider à grandir, c'est comme si la vie et puis les gens qui sont au pouvoir nous amenaient des épreuves extrêmement brutales dans lesquelles t'as deux solutions, quoi. Soit t'en meurs, t'exploses, soit tu refuses de la passer et tu restes dans le champ des petits-enfants, et dans ce cas-là, tu es irresponsable. Soit tu arrives à la traverser et là, peut-être tu t'arriveras à faire autre chose. Moi, ce que je me suis dit pendant le Covid, c'est que c'était une sorte d'épreuve de ce genre-là et qu'il fallait accepter de relever le défi. Et pour ça, il fallait trouver de l'aide et commencer à accepter une sorte de chemin héroïque, quelque part, on pourrait dire. Alors, héroïque, pas au sens, ouais, on est le grand héros Non, ni non, rien, non, pas de mais au problème. sens le héros de sa propre vie, tu vois. Oui, Je décide de mon destin. Je retrouve de l'autonomie, tu vois. Le nomoi, c'est les lois en grec. Auto, c'est soi-même. Je me donne à moi-même ma propre loi. Et ma propre loi, c'est j'arrête de subir, j'arrête d'accepter et de consentir, j'arrête d'accepter qu'on m'extorque mon consentement en permanence. Et puis je regarde les choses pour de vrai, tu vois, c'est-à-dire on va arrêter de mettre des masques, de faire semblant, de trouver des excuses ni rien. On regarde les faits, on pas les s'adapte. projections que j'ai dans la tête, pas ma propre peur, juste les Mm. faits. Et donc on a commencé à étudier le Covid avec au début des médecins, des scientifiques. Dont mon épouse et plein d'autres, hein, mais qui ont regardé quelle était la science sur le sujet. Et on s'est aperçu que la science, c'est-à-dire les publications scientifiques, en gros, elles-mêmes étaient déjà fausses. Mm. On le savait déjà en médecine, hein, que la plupart de ce qui était publié avait rien à voir avec notre pratique clinique quotidienne. La pratique clinique, c'est au lit du malade, tu vois, à côté des patients. Et que le plus vrai, c'était ça, c'était la vie avec les patients. Mm. Le fait d'y aller pour de vrai. Et on s'est aperçu que non seulement la science commençait à être simplement l'outil des multinationales du médicament, mais la protocolisation administrative aussi, tu sais, tous les protocoles qu'on te met en place pour Alourdir, faire le tout alourdir. soin, pour exactement pour encadrer ton activité, au fond prétendraient à être les bonnes façons de soigner, mais pas du tout. Elles sont des espèces de tocs, tu vois, de rituels autistiques pour justement ne pas rencontrer la complexité du réel et de la relation de soin. Parce que Mm. la relation de soins, c'est quand même toujours très désarçonnant pour un soignant, parce que tout ce que tu as appris va sans cesse être faux. Parce que le patient, en gros, il n'est jamais comme dans les livres. Il n'est jamais exactement comme on te l'a décrit dans ta matière médicale ou ton truc. Il n'est pas comme ça. Il est lui, avec son irréductible individualité. Et tu vas devoir essayer de la rencontrer, de la toucher, et toi-même de découvrir la tienne au passage. Et alors, évidemment, tu vas te protéger, tu vas faire semblant, tu vas mettre tous tes diplômes sur le mur, tu vas mettre ta blouse blanche, tu vas faire semblant que ça te touche pas, en disant comme ça me touche pas, je suis plus efficace. Mais c'est l'erreur de fond. Mhm. C'est que t'es pas plus efficace quand ça te touche pas, t'es plus efficace quand au contraire tu acceptes la rencontre. Tu vas être transformé par cette rencontre. Et toutes les histoires de médecins qui nous touchent, des docteurs Patch en passant par les autres, toujours des soignants qui ont accepté que chaque rencontre avec chaque patient, c'était comme une aventure en soi. C'était quelque chose qui n'était pas, comme au bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est l'exact inverse. C'est la troisième prostate de la journée aujourd'hui. Tu vois, on connaît même plus le nom des gens. Et les gens, ils sont appelés par la chirurgie qui les désigne. Hein, Et bon, ils déshumanisent même, puisque bon, je veux dire, à partir, c'est un peu comme les médecins légistes. Est-ce qu'on ne rase pas le crâne, on rase pas les sourcils pour justement enlever toute personnalité, pour ne pas être impacté. Donc eux, ils sont avec un corps ouvert qui pour eux n'a pas spécialement, je veux dire, d'identité, et c'est peut-être plus facile pour eux, effectivement, de tripoter les entrailles de quelqu'un qui n'ont bien pas. sûr, ouais, tout Donc à fait. Pour les toi, chirurgiens, tu es hein. vraiment amené à côtoyer vraiment le patient et à connaître les moindres détails, puisque tu dois connaître son intimité pour pouvoir le gérer. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement en chirurgie, euh, pour le chirurgien, c'est très difficile d'opérer quelqu'un si jamais il n'a pas couvert de champ opératoire tout autour de l'endroit où il opère. Parce que s'il voit tout le corps en entier, le fait d'aller mettre un coup de bistouri dans un corps entier, c'est hyper choquant en vrai. Ouais. Mais si tu vois que un petit morceau de la jambe, un petit morceau du ventre, bon, bah, t'arrives à le réifier. Réifier, c'est transformer en chose.
res rei en latin, c'est la chose. Donc c'est transformer en objet. On dit objectiver aussi en français. Hein, c'est objectiver une subjectivité. Et on met un champ aussi pour pas voir la tête. Et les chirurgiens préfèrent très souvent qu'il y ait une anesthésie générale. Oui. Parce que si le patient était réveillé et parle, là ça les perturbe vachement. Parce qu'ils vont devoir aussi faire face à cette rencontre de la conscience de l'autre. Ah, bah, qu'est-ce que vous faites là? Ça sent le brûlé, je sens que ça vibre dans ma jambe ou dans mon ventre. Tu vois, là, le chirurgien, il arrive plus à se concentrer effectivement juste sur ce qu'il est en train de faire. Ce qui est fou, c'est que ce mouvement-là d'objectivation, bah, il aboutit évidemment à faire du chirurgien un robot et de toutes les équipes soignantes des robots. Parce que celui qui a le moins d'affect à la fin, c'est quelqu'un qui n'a pas d'humain. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de rencontre. C'est pas une rencontre. C'est un passage au stand technique, tu sais, comme en la Ferrari, McLaren ou je sais pas quoi, qui passe au stand et on lui change les roues et on change les pneus. Et le bloc opératoire, c'est un peu l'apogée de cette médecine-là, qu'on pourrait dire une médecine transhumaniste. Une médecine où il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'humanité, il n'y a que tuer un amas de chair et de sang, de mécanismes, de poulies. Et ça rejoint une préoccupation qu'avait Descartes, René Descartes, dans le discours de la méthode. Donc c'est un philosophe français, hein, qui a fameux cogito ergo sum, tu sais, je pense donc je suis, qui décrit l'humain comme un jeu de poulies, de rouages, de petites cordes pour faire bouger les tendons, les bras, etc. Et il y a rien d'autre pour lui. Si, il y a quelque chose quand même. Il y a l'âme dans la glande pinéale. Mais il les sépare un petit peu, tu vois. Il y a une sorte de dualisme cartésien. Et ça, on en est les héritiers, c'est-à-dire d'avoir petit à petit essayé de séparer complètement tout le côté âme, tout le côté spirituel, mais on pourrait dire aussi relationnel, émotionnel, humain et vivant en nous, pour en faire une espèce de machine. Et tu vois des gens qui considèrent la santé comme une espèce d'optimisation technique, et y compris dans la santé alternative. Il faudrait tous les jours que je bouffe tel complément alimentaire pour avoir tel truc, telle vitamine au bon niveau. Puis, Oui, mais revenons justement là-dessus, ça me perturbe. Je remarque que pour le moment, c'est devenu une mode d'avoir tous les gens qui sont relativement éveillés et qui s'intéressent, je veux dire, maintenant à une autre forme de médecine, de prendre des tas de compléments alimentaires. J'ai envie de dire qu'en fait, ils oublient l'essentiel, c'est que nous sommes quand même des êtres, là je vais peut-être aller un peu loin, mais divins, et que nous avons quand même l'épigénétique aussi qui peut nous aider. Je veux dire, donc on a les récepteurs en nous. Pourquoi tout le temps se fourrer des compléments alimentaires? J'ai l'impression que ça a basculé dans l'autre sens. C'est vite des excès. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais moi je remarque que dès qu'il y a une mode de procédé médical qu'on a redécouvert un vieux produit, dioxyde de chlore, le bleu de méthylène, tous les compléments. Il y a tout le monde qui veut être testé alors qu'ils n'en ont pas spécialement besoin. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser si tu n'en as pas spécialement le besoin. Tu vois, enfin, je veux dire, maintenant tu me diras, c'est peut-être en prévention, mais ça devient peut-être un peu trop. Est-ce que tu ne penses pas? C'est des petites choses qui me viennent parce que j'ai remarqué ça. Ouais, moi, il me semble aussi, mais j'ai une déformation, c'est que j'ai fait de la réanimation et donc c'est une médecine de grande gravité. Et donc pour moi, dès que les gens sont pas en choc sceptique, en arrêt cardiaque, en détresse respiratoire, pour moi, ils sont pas très malades, quoi, tu vois. Ça va guérir un peu tout seul. Je considère que ça va guérir un peu tout seul, que ouais, ça va passer. Et c'est une déformation parce qu'il y a qui touche à qu'est-ce que c'est le normal, qu'est-ce que c'est que le pathologique. Et c'est pas si simple que ça de définir qu'est-ce que c'est la maladie, qu'est-ce que c'est la normalité. Surtout quand la normalité a explosé, qu'on sait plus ce que c'est que la normalité. Tu vois, c'est quoi le référentiel maintenant on voit Transpirer que des le pieds, est-ce que référentiel. c'est normal? Transpirer des aisselles, est-ce que c'est normal? Ouais, ouais, c'est Dire, normal. le matin, avoir une haleine de bouc ou de phoque, est-ce que c'est normal? Mais non, mais écoute, oui, c'est vrai on en est au stade où, je veux dire, on est tellement dans le perfectionnisme et dans tout ce qui doit être bien structuré, etc., que j'ai envie de dire que c'est un peu exagéré, quoi. J'ai envie d'un peu de dire lâchez prise, les gars, il faut bien qu'on meure de quelque chose, et puis il faut qu'on vive à côté de ça, et tant pis, hein, des petits bobos, on en aura, et c'est rien de grave au final. Hein. Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est aussi, ça peut être aussi une façon de s'intéresser à ce qu'est le corps, c'est-à-dire à essayer de comprendre quelque chose qui est un peu par nature inquiétant ou qui est voué à mourir, qui est voué peut-être à être malade, à nous faire souffrir, et que mettre des mots, mettre des noms sur ça, ça aide à traverser la peur justement et la souffrance pour Harry, tu me demandais comment j'avais fait pendant le Covid, mais je pense que c'est un petit peu pareil dans le soin et dans le champ de la santé. Hein. C'est s'intéresser et étudier.
En tout cas, pour moi, c'est une des façons de faire, d'essayer vraiment d'aller objectiver, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire je mets à distance, je me laisse pas imprégner en permanence par le truc, et puis j'essaie de voir tous les détails. Puis une fois que je comprends tous les détails, là, je vais essayer de rentrer dedans pour voir comment je peux trouver des failles. Donc sur les vaccins Covid, par exemple, on a lu toutes les AMM conditionnelles, on a lu tous les textes officiels sur le sujet. Je peux te dire qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui l'a fait. Hein. Et parce que c'est chiant, quoi. C'est des milliers de pages hyper chiantes où il faut tout noter, tout ça. Essayer de trouver la moindre faille. Mais le faire a été hyper, quelque part, rassurant. À la fois inquiétant et rassurant. Tu vois, c'est un peu paradoxal. Ce que je vais dire, un peu ambigu, c'est qu'à la fois, on voit, c'est un vrai produit de merde, les gens qui vont accepter de se mettre ça dans le corps, mais oh là là, enfin, waouh. Dis donc, des effets secondaires, on n'a pas fini d'en parler, quoi. Et de l'autre côté, de se dire, ça y est, moi, maintenant, je sais très bien ce que je vais faire. Il y a pas d'équivoque. Je ferai pas semblant. Je ferai pas, je me laisserai pas faire. C'est non. C'est non. Quoi qu'on m'impose, c'est non. Parce que moi, je sais ce que c'est, ce truc-là. Et tu vois, c'est très aidant, je trouve, d'arriver à faire le tour d'une question pour ensuite arriver à faire un choix en conscience, qui est toujours un peu l'art du retournement. Tu vois, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette histoire? Je veux aller au resto, je veux garder mon boulot, je veux, tu vois, et on est tous différents là-dessus. Peut-être qu'on a tous des besoins et des désirs différents, et moi c'est ok. Hein, j'ai pas de jugement là-dessus, mais je pense que sur le fond, moi le plus important c'était la liberté. C'est ça. Et l'envie de pas, et puis la vérité, la sincérité, ne pas pouvoir garder mon authenticité. Ce que je te disais au tout début, c'est que le pervers, il cherche à la fin à ce que tu saches même plus qui t'es. Et donc tu t'es comme diffracté de toi-même et t'arrives plus à avoir de l'authenticité. T'essayes d'être toi-même, mais tu sais plus. T'es en train de jouer des rôles en permanence. Et moi, c'est fini. Je voulais pas jouer de rôle dans cette histoire. Je voulais juste essayer d'être moi et dire bah je ne me soumettrai pas. Je ne le souhaiterais pas. Et au-delà du vaccin, c'est tout le monde que vous me proposez, d'identité numérique, de zone à faible émission, de vaccination à 15 vaccins dès la naissance pour les enfants, d'eugénisme systématique, de peur les uns des autres, d'artificialisation complète de tout ce qui est un peu naturel et vivant pour en faire une boîte en plastoc. En fait, ce monde-là, j'en veux pas. J'en veux pas. Je ne veux pas vivre dedans. Et là, tu as un problème. Parce que à partir du moment où tu dis je veux pas vivre dans ce monde de fous, et c'est pas moi qui suis fou, c'est le monde qui est en train de devenir fou, et c'est l'ensemble de notre système qui est en train de devenir fou, bah tu te retrouves très seul. Et potentiellement, c'est toi qui vas te dire je suis seul, c'est moi qui suis fou en fait. Et j'ai entendu beaucoup de gens me dire ça ces dernières années, dire bah, à un moment j'ai cru que j'étais fou et j'étais seul, et y compris dans ma famille, dans mes collègues, dans les gens que je connaissais. C'est venu tout perturber. Et là, heureusement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça aussi. Heureusement, il y a eu des voix comme la vôtre pour parler publiquement. Et là, je me suis dit, maintenant, en fait, je suis pas seul et je suis pas fou. Et on est très nombreux. On n'est sûrement pas la majorité, mais on est quand même très nombreux. Et il y a moyen de faire quelque chose à partir du moment où on se met en lien et on s'assemble. Et moi, ça a été la surprise assez joyeuse de voir que même si je savais pas du tout par où commencer sur l'histoire du Covid, tu prends le truc, tu dis, mais c'est tellement énorme. Oui. Tout est faux, quoi. Tout est faux. Les confinements, les masques, les vaccins, les couvre-feux, l'auto-attestation, les histoires de réa, tout est faux. Ce qu'on nous raconte sur la maladie, c'est faux et tout ça. Le nombre de morts, c'est faux. Tout est faux. Et mais ça s'étend, attention que ça s'étend au niveau. Donc là, on a commencé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont éveillés au niveau du Covid, mais je veux dire, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était faux à toutes les échelles. Parce que là, on parle du problème sanitaire, mais ce problème-là s'est étendu. On parle de guerre, on parle de problèmes de crise économique, on parle de tout ce qui peut te faire peur finalement, hein, puisque je veux dire, l'essentiel, c'est quand même de maintenir les gens de la peur. Ouais. Et ouais, exactement. Qu'ils soient en permanence comme des lapins dans les phares, sidérés, à rester immobiles et à se laisser, en l'occurrence, tondre gentiment comme des moutons, parce que il y a quand même un enjeu de nous faire les poches systématiquement, quoi. Oui, financièrement, on essaye quand même. Mais ouais, on est en train de nous rincer de manière très claire. Donc, effectivement, moi, j'avais décrit ça comme une sorte de monstre en papier, tu vois, un origami. Tu fais un dragon en origami, c'est les pliages japonais, tu sais. Et tu dis bon, j'ai le Covid là, c'est cette espèce de gros monstre en papier là. Et quand je le déplie, je me rends compte que je pensais que c'était une crise sanitaire, mais tiens, c'est une crise sociale.
Il y a de plus en plus de gens qui s'appauvrissent. On est de plus en plus de gens qui font la queue dans les soupes populaires. Il y a tous les suspendus qui ont même pas le droit d'aller au Resto du Cœur en France, etc. C'est une crise sociale. C'est une crise de la science et de la médecine. Mais en fait, ce qu'on nous a dit en médecine était faux. Tout ce que je pensais être la santé, la pratique de soins que moi, en tant que médecin, je voulais faire, et encore plus en tant que patient, je me rends compte que c'est faux. Tout ce qu'on m'a raconté sur les vaccinations de l'enfant, en fait, c'est faux. Tout ce que moi, j'ai même raconté aux autres, c'est faux. Tu vois, et c'est une crise de la science et de la médecine. La science, c'est du savoir. C'est une crise de la création du savoir, de l'édition scientifique. Je me rends compte petit à petit que l'édition scientifique est plus là pour te dire le vrai, essayer de faire de la recherche, comprendre comment fonctionne le monde. Ah là là, je vais prendre un bout de bois, je vais regarder à l'intérieur, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir, tu vois, avec toute la curiosité des enfants quand ils découvrent le monde. Non, c'est plus ça. C'est un outil marketing au service des laboratoires pharmaceutiques pour te fourguer le plus de produits possible. Ok, c'est une crise de la science, mais c'est une crise de la santé de manière beaucoup plus large que le Covid, et de la santé intégrale, c'est-à-dire dans notre relation à l'environnement, à la nature, au vivant. Donc c'est aussi une crise de ce qu'on bouffe et de l'agroalimentaire. Derrière la crise de l'agroalimentaire, c'est une crise de la paysannerie et de l'agro-industrie, des pesticides, de la chimie à outrance dans les sols, de la destruction des sols. Tu déplies encore, c'est une crise médiatique, c'est une crise du discours public qu'on permet, avec de la censure, avec de la, la propagande, voilà, de la disqualification en permanence, de toutes les voix contestataires, et une seule doxaïe unique répétée de manière grotesque et absurde, sans cesse, dans tous les médias en permanence. Et de là, tu te dis, waouh, tous les médias dominants. Ben moi, je lisais Le Monde, Libé, merde, tout est faux, quoi. Et pire, tu te rends compte que les médias dissidents, soi-disant, par exemple en France, le média, Blast, des trucs comme ça qui étaient censés être des médias d'opposition, on va dire de gauche, hein, contre le système, Mediapart, qui est censé dénoncer des scandales et tout ça, en fait, sont des officines complètement contrôlées, financées par le système et idéologisées à outrance pour être clivantes. Et elles font une logique de morora, c'est-à-dire elles te donnent 90% de choses intéressantes, puis là-dedans 10% c'est de la merde pour ton cerveau qui va te tuer intellectuellement et faire que tu comprends rien à ce qui se passe en fait. Et donc on va te mettre le nez sur Macron en permanence, et le méchant Macron, le méchant Macron. On s'en fout de Macron, quoi. Vous me parlez de David de Rothschild et des mecs qui règnent chez les Rockefeller et à BlackRock et de Larry Fink? Non, parlez-moi d'eux, quoi, parce que on s'en fout de Macron. Parlez-moi de ceux qui décident réellement du planning de ce qu'on est en train de vivre. On pourrait les appeler les planificateurs centraux, quoi. Et donc tu te rends compte petit à petit que c'est une crise intégrale de l'ensemble de existentielle, personnelle. Parce que c'est ici de se remettre en question. Ouais, personnel, mais avant de passer au côté personnel, vraiment institutionnel au sens large, c'est-à-dire toute la maison commune dans laquelle on vit, notre pays, voilà, c'est une crise de l'école et de l'éducation, hein, on l'a vu, hein, quand on met des masques, qu'on raconte l'Evras aux enfants, etc. C'est une crise de l'école et de la pédagogie. Et on le voit bien, les résultats scolaires, que ce soit en Belgique ou en France, tu vois, par rapport à des petits Chinois, tu dis bon, les petits Belges et les petits Français, ils sont out quand même, hein, globalement en termes d'éducation. Ils connaissent plus rien, quoi. C'est une crise du langage, un appauvrissement du langage progressif, où les gens ont même plus de mots, ils comprennent plus dès que tu parles un peu trop vite, que tu mets trop de concepts, ils sont perdus, quoi. Non, un truc simple, c'est sûr et efficace. Ça va. Jusqu'ici, j'ai suivi. Tu vois, et c'est faux, c'est un mensonge. Donc cette pancrise, pour moi, elle touche à toutes les structures institutionnelles. Par institution, j'entends, imagine, on vit dans un grand temple collectif, tu vois, et c'est les piliers. C'est les grands piliers qui tiennent le gros toit, quoi, au-dessus de notre tête pour nous protéger des intempéries. Et tous ces piliers, ils sont en train de s'effondrer les uns derrière les autres. Et là, c'est vraiment angoissant. Puis ça veut dire le plafond va te tomber sur la tête. Il y a plus, la maison commune n'est plus quelque chose de safe. Le nid est en gros en train de se désagréger, quoi. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Bah, il y en a qui décident de sauter du nid et d'essayer de voler. Sauf que s'ils ont encore que des tout petites ailes, il y a des chances qu'ils se crachent comme des petits oiseaux au printemps, tu vois. Il va falloir oser y aller, quoi. Mais est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils savent qu'ils sont pas prêts et donc ils n'ont pas osé. Ils se cramponnent au nid, ils s'accrochent, ils mettent leurs griffes, ils veulent pas sortir. Est-ce que ce ne sont pas les plus graves, les plus dangereux, ceux-là? Parce que je remarque, on parle souvent maintenant, bon, c'est le nouveau terme, j'entends pilule rouge, pilule bleue, pilule noire.
Pilule noire, ce serait ceux qui se raccrochent vraiment à ce système, tu vois, vraiment en se disant non, non, mais c'est ça, c'est la vérité, mais aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Je dirais aussi bien dans la dissidence que dans les gens qui sont les normies, entre guillemets. Ils sont accrochés à leur réalité et ils ne veulent absolument pas remettre en question même des théories que nous, on aurait peut-être pu développer et qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé parce qu'on n'est pas infaillible et qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure ce qui est en train de se passer. Donc, ne me dis pas que ce qu'on a vu, on peut bien qu'on s'est très peu trompé finalement, mais il y a beaucoup de choses quand même qui doivent être revues. Est-ce qu'on ne s'accroche pas justement comme des fous à quelque chose? Et justement, est-ce qu'on n'est pas encore plus dangereux pour les autres qui osent encore remettre en question, continuent à évoluer, continuent à se poser des questions? Moi, j'ai Ouais, cette moi, sensation. j'avais pris une image qui correspond à ce que tu es en train de nous expliquer. C'est comme si on était dans un gros bateau et que ce bateau est en train de se fracasser sur les rochers. Et la tempête fait rage et les vagues déferlent de partout et le bateau tosse et cogne à chaque nouvelle vague et en train de s'éventrer de tous les côtés, de prendre l'eau. Et puis il y a des gens qui se cramponnent au mât, quoi, qui font semblant que ça va et qui ont les yeux fermés et qui essayent de pas entendre ou qui se mettent les mains sur les oreilles pour pas entendre le bruit du vent. T'en as d'autres qui sont dans la cale en train d'essayer d'écoper, tu vois, et puis ils prennent de l'eau, mais ça monte plus vite que ce qu'ils sont en train d'essayer d'écoper. Donc vas-y, hein, continue si tu veux, mais ça marchera pas. Et puis t'as ceux qui sortent du bateau et qui essayent de faire autre chose. Et alors là-dedans, il y a plusieurs types. T'as ceux qui partent tout seuls en sautant au milieu des vagues, en disant ouais non, il faut que je me casse de ce truc de fou. Mais ils vont eux aussi peut-être se faire fracasser sur les rochers. T'as ceux qui ont créé une sorte de petite chaloupe de sauvetage et ils se mettent à plusieurs dedans, mais ils sont tellement persuadés que c'est ça qui va les faire survivre qu'ils veulent y rester accrochés coûte que coûte, même si la chaloupe, au bout d'un moment, elle commence à prendre l'eau elle aussi. Tu vois, c'est un peu l'idée de cette théorie dont tu parles chez certains dissidents, où tu te dis au bout d'un moment, bon, stop, quoi. Peut-être on pouvait penser ça pendant un moment, peut-être, mais voilà, on se calme, quoi. Et pour moi, un des guides, ça a été ne va pas trop loin. Déjà pour toi-même, dans la parole publique, bien sûr, mais même pour toi, en termes de pensée, se souvenir tes pensées, tes opinions, c'est pas toi. C'est autre chose. C'est un véhicule pendant un certain temps que tu peux employer. Euh, mais au bout d'un moment, il faudra les lâcher parce que le monde va venir les confronter. Tu vois, j'ai eu la chance de faire une conférence avec quelqu'un qui s'appelle Didier Von Kovelart, Oui, qui est je un vois auteur bien qui français, c'est. voilà, euh, qui, euh, qui écrit beaucoup sur la question des miracles. Mhm. Et son dernier livre s'appelle L'insolence des miracles. Et il raconte plein de miracles, de Padre Pio en passant par la Vierge de Guadalupe ou je sais pas quoi. Et, euh, et à chaque fois, ces miracles, l'Église essaye de dire ça n'existe pas. Tu vois, il y a plein de mecs qui sont en charge de démonter plan par plan le miracle pour dire non, non, c'est pas possible. Et sauf qu'il y en a qui tiennent la route. Il y a toujours Oui. des miracles qui viennent dire, en gros, faire un gros pied de nez comme ça, c'est-à-dire tout ce que tu pensais qui était vrai, la façon dont tu vois le monde, c'est pas vrai, quoi. Il y a des trucs. Exactement. Mais c'est Euh, ça qui est magique. Je trouve ça ouais, génial. On est dans une époque où en fait il y a une déconstruction systématique de toutes tes croyances. Et au final, c'est ceux qui vont résister et qui vont quand même se remettre en doute systématiquement. Je pense qu'ils sont en train d'enlever, tu sais, les couches de l'oignon là, à chaque ouais. fois. Je croyais ça s'est durci, je l'enlève. Oh, il y a une couche qui est toute molle. Il faut le temps qu'elle sèche un petit peu pour être protectrice. Et puis quand elle est suffisamment protectrice, elle est un peu envahissante. Ça m'évite de grossir. Donc hop, j'enlève cette couche-là. Tu vois, et on devrait être dans un mécanisme de toujours remettre en question. Mais alors, c'est pas pour contredire. C'est pas l'idée de contredire. C'est l'idée de dire, c'est une possibilité. C'est une possibilité et je vais rester ouverte à cette possibilité. On ne sait Ouais, puis jamais. c'est trouver le noyau réellement de mon individuation et de mon besoin profond, comme en communication non violente. Tu grattes successivement. Tu vois, un exemple qui était pris par un ami qui s'appelle Thomas Dansbourg, qui est formateur en communication non violente, qui vient de Belgique et qui fait des conférences passionnantes et avec qui j'ai eu la chance de faire plusieurs conférences. Un moment, parce il est thérapeute aussi, et il prend une femme qui vient le voir et qui lui dit j'en peux plus qu'il y ait le bordel quand je rentre le soir à la maison, les enfants qui laissent traîner leurs chaussettes, les bouquins, le Harry Potter qui traîne ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça me gonfle, quoi. Je passe mon temps à ranger, tout le monde s'en fout, tu vois. Et j'ai besoin d'ordre, tu vois. Et elle fait de la communication violente où elle pense que son besoin c'est l'ordre. Et et puis elle se met à engueuler tout le monde pour avoir l'ordre, tu vois. Ouais, vous êtes que des abrutis, vous devez m'aider, ça. Puis engueulade maximale. Puis elle se sent pas mieux. Ben Et non, derrière le besoin d'ordre, tu dis, elle gratte un peu, dit j'ai besoin de paix.
Ah, là, Thomas lui dit, avoue que c'est paradoxal d'engueuler tout le monde si tu as besoin de paix, quoi. Parce que ça a pas l'air de nourrir ton besoin directement. Au contraire, la soirée va être plombée, tout le monde va faire la gueule. Donc, quel est le besoin profond, quoi? Ah, Oui. c'est peut-être vraiment la paix, tu vois, essayer de trouver ça. Et dans ce cas-là, et on a tous des besoins différents. Ça peut être la reconnaissance, ça peut être... Mais à partir du moment où tu mets le doigt dessus, tu te trompes pas sur ce que tu es en train de faire. Mhm. J'ai vu des gens, par exemple, qui faisaient des émissions comme ça sur Internet ou des choses, qui en fait avaient besoin d'amour, avaient besoin de reconnaissance. Et c'est, je veux dire, pour moi, c'est complètement ok d'avoir besoin d'amour. On a tous besoin d'amour et de reconnaissance. Il y a zéro problème avec ce besoin-là. Le problème, c'est utiliser Internet pour le faire et des followers. Ça, c'est pas la même histoire. Mhm. Parce que tu apportes des contenus scientifiques ou je sais pas quoi, mais tu dis, en fait, ce que tu veux, c'est que chaque semaine, il y ait 40 000 personnes qui fassent, ah, bravo, c'est formidable, ce que vous Ah, faites, etc. oui. C'est pas la même chose que là, toi, Booster de voir, tiens, il y a autant de. Ouais, oui, c'est ce que je te disais au début. Moi, je préfère que ce soit la kiffance. Alors, quand on est dans la exactement. kiffance, c'est le mot que mes enfants m'ont dit. Hein. C'est pas mon vocabulaire, mais je trouve que ce mot est juste merveilleux parce qu'en fait, finalement, c'est vrai. J'ai du plaisir à partager mes rencontres avec nos auditeurs, tu vois. Ça doit rester important. À partir du moment où ça ne vibre plus, il faut arrêter. Il faut oser dire stop, ça ne me convient plus. Ça m'a convenu, ça ne me convient plus. Et j'arrête. Et c'est rien de Ouais. grave au final. Ouais, et je trouve ça assez juste parce que tu vois, justement, on a vu les gens s'emparer de manière très juste des réseaux sociaux, essayer de faire passer des messages, mais se cramponner à leur théorie, se cramponner à leur façon de voir, penser que eux, ils avaient tout compris, je l'ai dit avant les autres, Ah oui, c'est ça. se Ouais. victimiser, dire oh, on m'a tellement tapé dessus, c'est terrible, j'ai perdu mon truc, j'ai perdu ça, on a dit que j'étais méchante et tout ça, et chercher à ce que les gens dans le tweet, dans le chat disent ah ma pauvre et tout ça, tu vois, et en gros flatter le narcissisme Ouais. pervers justement, qui est devenue la gouvernance principale. Mhm. Parce Mhm. que j'ai vu ça une fois chez une femme qui faisait un live sur Facebook, et tu vois, je voyais que quand elle faisait, moi j'avais pas de téléphone numérique à l'époque, donc je savais pas comment ça marchait, mais je voyais que quand elle faisait le live, elle se voyait elle-même Mhm. et qu'elle voyait les commentaires des gens passer comme des petits cœurs arc-en-ciel volés et tout ça. Et je dis mais ce truc c'est hyper toxique pour le cerveau là. Ce truc-là va rendre les gens maboule quoi. Parce que en gros ils sont en train de se regarder eux-mêmes et de danser à poil devant un miroir. Tu vois? Des narcissiques. On crée des narcissiques. Et même les enfants, les jeunes, hein, tu vois bien, ils sont sur leur TikTok en train de créer des vies Exactement. qui ne sont pas la leur. Donc oui, effectivement, au lieu de développer leur créativité et de pouvoir rencontrer les gens en vrai, tu vois, ça doit rester un outil. Quand tu Oui. parlais de technologie, etc., que tu voulais pas rentrer là-dedans, moi, je ne suis pas fermée à ça. Simplement, ça doit rester à mon service et c'est pas moi qui suis au service de la machine. Donc, je vais dire, la machine doit me permettre d'avoir du temps à consacrer pour faire ce que j'aime. C'est-à-dire me retrouver avec des gens en tête à tête, de pouvoir les rencontrer, de prendre ma voiture et de me casser et d'aller rendre visite ou à l'autre, vivre des choses, tu vois, magiques, mais en dehors de la toile. Donc la toile n'est qu'un outil pour rencontrer en vrai les humains. Parce que, en fait, au final, nous sommes Ouais, des êtres et humains, puis donc c'est ça. c'est un très bon outil, ça marche bien et nous sommes puissants à partir du moment où effectivement on l'habite. Mais il faut pas se tromper sur le et je pense hein, voilà, je donne un recul d'expérience de ce que j'ai vu ces dernières années, des gens qui au fond se sont trompés sur ce qu'ils cherchaient à faire, ont pas mis suffisamment de clarté, de conscience sur ce qu'ils cherchaient à faire. Est-ce qu'ils cherchaient à être aimés, à se retrouver avec d'autres et à prendre soin les uns des autres? Ça, ok, l'internet va être utile pour le faire. On s'est tous trouvé grâce à ça, à Telegram, à Facebook, à machin. Mais comme tu dis, une fois qu'on l'a Mais attends, trouvé, maintenant on l'incarne pour de vrai, on le vit. Ça va pas être facile dans la vraie vie. Et c'est déjà pas facile sur Internet, mais dans la vraie vie, c'est pas facile non plus. Hein, parce que les gens sont comme ils sont, des fois ils sont chiants et tout ça. Et puis nous-mêmes, on est chiants. Enfin bref, ça vient nous confronter à nous-mêmes. Euh, et donc pour moi, il y a vraiment cette idée de mettre de la clarté sur ce que je cherche à faire. Est-ce que je cherche à faire exister une communauté de followers pour qu'ils disent sans cesse ah c'est formidable ce que vous faites, ou est-ce qu'on cherche à faire passer à l'action et à faire vivre quelque chose pour de vrai, à partager et à démultiplier. Et pour moi, je vois beaucoup de gens qui savent pas trop quoi faire. Ils se sentent comme démunis, perdus, impuissants, tu vois, face à tout ce qui se passe. Et ils s'investissent dans leur propre vie. Et ça s'est beaucoup passé après les révoltes, on va dire, du Covid. Les gens sont revenus à leur propre vie. Pour moi, c'est hyper juste, hein, oui, 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 parce oui. que hyper important de prendre d'abord soin de soi-même, d'avoir l'énergie suffisante. Si déjà dans ton couple, dans ta famille, c'est complètement déstabilisé, tu vas pas aller faire une super assos qui va changer le monde. Hein.
tu vas te dissoudre dans une assos et fuir dans une assos qui voudrait changer le monde, mais dans lequel tu vas te perdre toi-même. Et elle va pas changer le monde, elle va être réabsorbée par le système. Donc pour moi, une des voies assez simples, quand je sais pas ce que je veux faire, c'est comment je peux aider d'autres gens. Et dont je trouve que ce qu'ils font, c'est chouette. Et tu vois, là, c'était le cas ces derniers mois où je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai pas de trucs nouveaux, de grands scoops. Bon, le vaccin, c'est de la merde. Tu vois, On commence à le savoir. on commence à savoir. Je peux gratter dans tous les détails, allez vous dire sur Spike, etc. Mais on peut retenir quoi. C'est de la merde, il faut pas le prendre. C'est une entreprise machiavélique de gens dégueulasses qui sont au pouvoir et qui veulent de l'argent et du contrôle. Bon, ok, ça va. J'ai compris quoi. Maintenant, donc je cherchais qu'est-ce que je peux faire. Et je me suis dit, bah, maintenant c'est à moi de donner la parole et de faire profiter de la notoriété aux gens dont je trouve que ce qu'ils font est chouette. Et donc c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de donner la parole, comme tu le fais là avec moi, hein, à des gens dont je trouve ça chouette. Et en le faisant, tu trouves beaucoup plus facilement quel est ton propre chemin. Ou est-ce que là où c'est juste que toi ton action elle soit pile bien ajustée, c'est pas pour l'ego, c'est pas pour le narcissisme, c'est pas pour le pouvoir ou la puissance. Tu vois, dans Réinfo Covid par exemple ou dans le Conseil scientifique indépendant, il y a des gens, aucun auditeur ne les a jamais vus. Et pourtant toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est eux qui font les vignettes, c'est eux qui font qui font le truc sur StreamYard, c'est eux qui s'emmerdent à mettre à jour le site internet, c'est eux qui organisent la réunion Zoom pour qu'on discute entre nous. Tu vois, eux, ils sont au service. Voilà. Et bon, ils ont un retour aussi sur investissement. Le but, c'est pas d'être dans un sacrifice complet à quelque chose. Hein. Non, c'est de prendre du plaisir et il faut tout le monde s'y retrouve. Bah, écoute, regarde, moi, c'était Sentiers Anonymes. Je donnais la parole à des anonymes parce que moi, effectivement, à un moment donné, quand je suis sortie de l'école, je n'ai pas fait l'UNIF, hein, donc je suis complètement autodidacte et je me sentais pourtant avoir des choses à dire par mon vécu. Et je vais dire, on nous a, comme tu disais, identifiés avec nos diplômes. Mais en fait, c'est pas spécialement les diplômes qui sont importants, c'est tout ce que tu vas en faire. C'est pas la feuille A4 qui va être importante, c'est ce que tu en as fait. Tu es devenu intéressant, Louis, à partir du moment où tu as eu tes années d'expérience et que tu as sauvé des vies. Mais quand tu as eu ton diplôme au départ, ben, tu n'avais encore pas trop sauvé de vie, peut-être si, parce que tu as fait du terrain, mais je veux dire, c'est maintenant que tu deviens intéressant. C'est maintenant, avec ton vécu, que tu deviens intéressant. Et je trouve qu'on est dans une période où on commence à se rendre compte que ce sont des compétences qu'on recherche et ce n'est pas des diplômes. Donc, il y a déjà un changement de paradigme qui est en train de se faire. Et ça devient intéressant. C'est pour ça que là, on est en train de dire l'importance de vibrer là, à l'endroit où tu sens que tu vibres. On est dans une grande machine. On a tous un rôle à jouer. Et les personnes qui sont dans l'ombre ont autant d'importance, si pas plus, que ceux qui sont devant, parce que ça ne fonctionnerait pas s'ils n'étaient pas là. Il n'y aurait pas des boueurs, on aurait du bordel dans les rues. Je veux dire, donc tout a une raison d'être. Et il n'y a pas de petits métiers, de grands métiers. Il y en a qui sont spécialisés dans la communication, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans la technique. Moi, je dis, si je n'avais pas des techniciens derrière moi, je ne sais rien faire. Donc voilà, c'est pareil. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est intéressant parce que pour moi, c'est la bonne boussole à travers ce qui se passe. C'est comment retrouver son chemin dans ce truc où on est perdu, où on est comme on disait, on maintient finalement le fait d'être dérouté en permanence, d'être désorienté dans le temps, dans l'espace vis-à-vis de soi-même. Quelle est la bonne boussole? Pour moi, c'est la joie. Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que je ressens de la légèreté quand je le fais? Ah, c'est cool, à la fin du truc, je me suis gonflé en énergie. Ou non, je le fais, je sors de la journée, je suis plombé. Mais j'ai été activiste hein, sur Internet, j'ai envoyé du message. Mais à la fin de la journée, j'en ai ras la gueule des trucs de Klaus Schwab et d'Ursula von der Leyen, tu vois. Ou est-ce que c'est joyeux? Et donc la joie est un très très bon critère. C'est Spinoza qui en parle beaucoup, hein, mais pour moi c'est une très bonne boussole pour essayer de voir si ce que vous faites c'est pas joyeux. À mon avis, c'est pas le bon chemin. Et puis la paix. Est-ce que c'est en paix ou est-ce que je suis sans cesse dans la guerre? Je veux vaincre l'autre, je veux gagner sur l'autre. C'est tous des salauds. C'est normal hein, qu'il y ait de la révolte à un moment quand quelqu'un vous a fait du mal. Le premier réflexe, c'est d'essayer de répondre et de lui redonner du mal. Et peut-être qu'il y a besoin d'une sorte de réciprocité à un moment. En théorie des jeux, on parle de ça, on dit réciprocité.
Ouais, dans certaines théories des jeux où on montre comment est-ce que l'espoir de gain entre guillemets dans un jeu à plusieurs se profile quand on réitère le fait de jouer plusieurs fois, tu vois. Il y a des gens qui disent que la meilleure stratégie c'est coopération, proposer la coopération systématiquement, et y compris avec son ennemi, dire comment est-ce qu'on trouve un chemin ensemble. Toi, tu as envie sûrement de quelque chose, on va gratter ton besoin de fond. Puis moi, on va gratter, puis on va voir, est-ce que c'est vraiment complètement incompatible ou est-ce qu'on peut trouver des façons de faire. Cette question-là, elle revient tout le temps. Elle revient avec ses voisins, le bornage de la propriété, avec ton collègue sur tel truc. Tous les jours, c'est est-ce qu'on peut trouver un modus vivendi qui va bien ou pour nos besoins mutuels. Évidemment, si toi tu veux absolument rien foutre, me prendre tout mon pognon et ça va pas aller quoi, et m'asservir alors que moi je veux être libre, là il y aura un conflit direct. Et là c'est le deuxième point, c'est si c'est pas possible de coopérer parce que l'autre ne veut pas, c'est la question des pervers narcissiques directement, c'est réciprocité. Tu rends à l'autre ce qu'il t'a envoyé. Tu peux lui redonner un coup de boule s'il t'a donné un coup de boule. Tu fais le miroir. Je ne suis pas toi, je te renvoie ta propre image. Mais par contre, de manière contrôlée, c'est une sorte de violence, mais contrôlée, protectrice pour soi-même. C'est je mets comme une barrière, tu ne rentreras pas en moi, tu ne feras pas ça, je te le rends. Et faut faire attention à ce moment-là parce que ça peut virer conflit mutuel qui fait qu'augmenter, violence mimétique. Et troisième point, c'est pardon. Ok, je me suis protégé, je me suis défendu, maintenant je pardonne et je repasse à la case 1, je te repropose la coopération. Tu veux pas encore? Bam, je vais te renvoyer un truc. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans cette logique non violente-là, on peut faire un procès à l'autre, mais de manière contrôlée, et on sait pourquoi. On va pas perdre sa vie entière dans le procès, tout son argent et tout. C'est non, je vais te rendre ce que tu m'as fait. Trop dans l'émotion. Je pense qu'en fait, le problème aussi, c'est qu'on est souvent amené à nous mettre dans des émotions. Et le fait d'être dans l'émotion n'est pas dans l'action. On ne peut pas faire les deux à la fois. Soit on est dans une émotivité et donc on perd ses moyens, comme on dit, ou alors on canalise nos émotions et on en fait quelque chose de constructif. Je veux dire, la colère, tu peux avoir ce moteur qui se transforme de la colère à quelque chose d'hyper constructif. Bien sûr, et puis la colère, ça va être la première mise en mouvement, donc c'est une très bonne chose. C'est l'indignation, tu sais, de Stéphane Hessel, indignez-vous, c'est une très bonne chose. C'est tout ce qui est en train de se passer, c'est indigne, ça doit nous mettre en colère. Mais ensuite, c'est comment je transforme ça pour pas que ça vienne me détruire moi, parce que la colère, au bout d'un moment, vous allez vous effondrer dedans. Et donc, il y a besoin de la transformer en autre chose pour que ça y est, maintenant, je vais mettre ce que je veux mettre dans le monde et petit à petit construire autour de moi des choses belles dans lesquelles j'arrive à habiter dans ce truc, dans ce bateau qui s'effondre, cette maison qui s'effondre, etc. Moi, je trouve une chaloupe. Je sais qu'elle est temporaire. Que ce sera comme notre corps, c'est une chaloupe temporaire de toute manière dans cette histoire. Donc ce sera jamais que temporaire. J'accepte que ça évolue, qu'il va falloir le remâchonner au fur et à mesure du temps. Immuable. C'est une loi immuable de l'univers. C'est un principe immuable, c'est que tout est dès que c'est mis dans la matière, il faut faire le deuil. On le sait. Donc, je veux dire, à partir du moment où tu l'as créé, il y a peut-être autre chose à créer. On doit rester dans un certain mouvement. Mais je veux dire, ce n'est pas ça ne reste pas tel quel tout le temps. Je veux dire, toute relation évolue, tout ce que tu fais, la maison que tu vas construire va s'altérer, il faut la réparer, il faut refaire des choses. Donc, ça ne reste pas tel quel. Ça s'use, ça se détériore. Donc, il faut pouvoir continuer à se dire, non, on ne reste pas sur cette manière de fonctionner-là. Elle n'est plus bonne maintenant, il est temps de changer et de trouver autre chose. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire comprendre aux auditeurs, c'est qu'il y a eu toute une étape de deuil qui s'est faite depuis qu'on a ouvert les yeux sur ce qu'on nous mentait. Et puis maintenant, il faut que ce soit systématiquement un changement qui vienne nous remettre en action, parce que sinon, on va rester, on va dire, figé, là. Il nous laisse dans l'expectative. Et c'est ça que tu vois qu'à chaque fois, ils viennent revenir avec de nouvelles peurs, une guerre, une nouvelle maladie, une crise économique, pour qu'on reste toujours scotché par la peur. Et en finalité, on n'avance pas. Et c'est là qu'il faudrait qu'on arrive à sortir du système en se disant, qu'est-ce que je fais de cette peur? Est-ce que je dois être tout le temps figé ou est-ce que ça doit être... Maintenant, on le sait comment ça fonctionne. Il faut quand même un peu ouvrir les yeux. C'est toujours le même système de toute manière. Donc, qu'est-ce qu'on en fait à l'heure actuelle, là, maintenant?
Ouais, ouais, et il va falloir rentrer dedans, hein, parce qu'on ne pourra pas fuir. Il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bon, bah, c'est pas grave, moi je vais faire que de l'alternative à côté» et puis, non, non, il y a des trucs qu'on va pas pouvoir fuir. Le rapt de votre épargne, le fait de faire du mal à vos enfants à l'école, le fait tout ça, il va falloir y aller pour de vrai, quoi. On peut pas faire semblant, mais c'est des chemins héroïques hyper intéressants. C'est-à-dire que, si vous commencez à vous intéresser imaginons que vous avez, 20 000 balles d'épargne et que vous savez pas quoi en faire, vous pensez qu'on va vous les rincer, c'est vrai. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Va falloir que je m'intéresse, va falloir que je rencontre des gens, va falloir que je discute, va falloir que je gagne des compétences, va falloir que je me colte, que peut-être j'en perde parce que je vais faire des conneries. Et, euh, et puis que je me souvienne, mais pourquoi je veux de l'argent en fait? C'est quoi le but? Peut-être qu'il faut que je le remette en mouvement. Que là tout de suite, cet argent il doit être utile, il doit servir à des choses directement utiles pour faire un monde meilleur. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Covid. Il y a des gens qui on dit bah j'ai plus de liberté, je vais la reprendre, je la prends. J'ai pas le droit de me voir à plus que 6, tu vas voir, je vais inviter tous les copains. On va être 24 à la maison. Et puis on peut pas se réunir, il y a plus de bars et restos, on va faire notre resto. Il y a plus Mhm. de bibliothèque, j'ai plus le droit d'aller à la bibliothèque parce que j'ai pas le pass municipal. On va faire une bibliothèque entre voisins, au sein de la rue, entre gens qui s'entendent bien, et on va s'apporter des bouquins les uns aux autres pour les gamins, et on va partager nos BD, nos Astérix, etc. Et tu vas voir, ça va être mieux que la bibliothèque de merde où on te propose des bouquins woke dégueulasses pour les enfants. Euh, et en fait, tout ça, ça s'est déjà passé. C'est intéressant de voir que dans des moments de situation de contrainte, c'est là où l'imagination est la plus importante. Parce que si tu es dans une impasse, il n'y a qu'une seule sortie, c'est en haut. Si à gauche, à droite, c'est pas possible, il va falloir que tu montes, il va falloir que tu t'élèves d'une manière ou d'une autre, que tu changes ton plan de compréhension de ce qui est en train de se passer. Euh, Tant que des gens pensent que c'est Kennedy Junior, que c'est Trump qui va résoudre leurs problèmes, que c'est, enfin, j'en sais rien pour des gens qui seraient dans le système, que ce serait d'aller faire la guerre et foutre la pile à Poutine ou je sais pas quoi. Mhm. Tout ça n'a aucun sens. N'a aucun sens. C'est là tout de suite moi comment je vais bâtir quelque chose qui tient la route pour moi, mes enfants. Et personne n'a dit que ce serait facile. Par contre, c'est joyeux, c'est plein de créativité, ça vient ce que je vois, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à envisager ça parce que leur RAM est saturée d'informations. Mhm. Toute la journée, tu regardes Twitter ou tu regardes Telegram, mais juste t'es rincé en fait à la fin de la journée. T'as plus l'énergie de faire autre chose que de re-regarder encore comme une espèce de d'addiction morbide, tu vois. Alors que tu prends les trois quarts des gens qui regardent sur Telegram ou sur Twitter l'état du monde, ils savent déjà ce qui se passe. Donc ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. À la limite, ils regardent Toxin une fois le matin ou un truc. Tu vois, ça va, ça suffit. Ils sont au Mhm. courant des dernières nouveautés. Mais ensuite, je plie le dossier, je le ferme, c'est terminé, mon ordinateur est fermé. Là, on est en mars, fin mars, c'est les semis. Et il faut pas les louper. Et on a fini les semis presque. Donc, si vous n'êtes pas sorti dehors depuis 3 semaines, il y a un problème. Normalement, c'est le moment où on est devant. Si vous n'avez pas commencé à faire le ménage de printemps, à remettre à jour votre maison, à changer la disposition des meubles, ce que vous voulez, on s'en fout. C'est pas normal. Normalement, c'est ça qu'il faut faire, qui doit vous amener de la joie. Euh, donc, il y a peut-être un enjeu autour du fait de reprendre de l'énergie C'est ça. pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, reprendre de l'énergie, j'en ai parlé au tout début, hein, c'est peut-être une phase de dépression. C'est-à-dire, je fais rien, je me repose. J'ai vraiment besoin de repos. J'ai besoin de repos, et y compris intellectuel, et y compris informationnel. C'est-à-dire, je vais pas passer ma journée à regarder Twitter ou mon téléphone. C'est non, je prends du repos et je lis des romans d'amour. Je lis la vie La de gens. légèreté, en fait. Ouais, je lis de la vie de gens héroïques, tu vois, qu'on Mhm. fait des choses géniales, à aider des pauvres, La à faire cueillette de l'ail des ours, c'est le moment. exactement. Je vais jouer au foot avec des copains. Je vais juste rien faire dans le jardin et regarder la lumière qui passe et les fleurs qui sortent et m'émerveiller de la petite abeille qui est en train de butiner sur une fleur. Juste ça. Et ce qui est étonnant, c'est à quel point l'humain est résilient. C'est-à-dire, vous faites quelques heures, quelques jours de ça, poum, l'énergie, elle revient. Ça. Évidemment, cette énergie, tout de suite, vous allez dire, ah ben, je vais regarder sur Internet tout ce qui se passe. Non, 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 il faut la mettre au bon endroit. Mhm. C'est d'abord soit faire à manger, faire les courses, faire le ménage. Enfin voilà, je sais pas si je suis clair, mais c'est comme Ah un si, art du si, moi je comprends non-agir. tout à fait. Oui, oui. Bah, en fait, comment veux-tu aller donner constamment si tu as la carafe d'eau qui est vide? Donc je veux dire, à un moment donné, si tu veux servir à boire à l'autre, il faut que ta carafe soit remplie. Donc, et nous, on nous maintient effectivement dans un trop plein d'informations. Et il faut à un moment donné pouvoir en sortir et se réénergiser, comme tu dis.
C'est vrai qu'il fait, dès qu'il y a un rayon de soleil, de pouvoir sortir. On est quand même chaque fois avec une chape de plomb au-dessus de notre tête, puisque même là, ils essayent de nous empêcher d'avoir de la lumière. Donc, si on a un peu de lumière, se recharger les batteries et de pouvoir être dans un esprit un peu plus léger. Vu la situation actuelle, il est temps de ne pas tous tomber effectivement en neurasthénie, quoi. Ouais, ce qui est paradoxal, si tu veux, c'est que si tu diminues le niveau de stress, bah, tu auras l'impression d'être complètement épuisé. C'est-à-dire Oui, si tu te soustrais au stress du travail, tu peux presque ne plus rien faire. C'est le problème des gens qui ont un burn-out, par exemple. Jusqu'ici, ils fonctionnaient comme des malades, etc. Et puis d'un coup, bah, ils peuvent plus, quoi. C'est trop, la surrénale est plus capable de fournir, et donc il faut qu'ils s'arrêtent. Le carême, le ramadan, les moments sont faits pour ça. C'est des moments justement de jeûne, évidemment de nourriture, mais aussi informationnel, de retour sur soi-même, de venir condenser l'énergie pour justement pouvoir exploser au moment du printemps en créativité au moment du printemps et de l'été. Voilà. Suivre les saisons, mais tu as raison, hein, parce que moi je le dis souvent, hein, en hiver, notre état d'esprit devrait être de rentrer chez soi, de faire une introspection de ce qu'on a vécu pendant toute l'année et d'être un peu renfermé, cocooning, etc., pour pouvoir reprendre son énergie. Les ours, ils vont se mettre dans leur caverne et ils vont dormir. Ben, nous, on devrait faire pareil. C'est parce que nous, notre société est amenée à nous faire travailler autant en hiver qu'en été, mais en hiver, il fait plus sombre, etc. On est fait pour être plus en cocooning, dans la douceur, dans le repos. Et puis le printemps, c'est les nouvelles idées qui émergent. Il faudrait qu'on suive ce rythme-là aussi de manière psychologique. Donc de garder ces étapes-là des saisons de la vie. C'est même la semaine, c'est pareil. Dire par exemple début de semaine, je travaille, je dois faire ceci et cela, mais fin de semaine, c'est le repos. On le sait. Donc systématiquement avoir des cycles. On n'a plus de cycle à l'heure actuelle. On n'a plus aucun cycle. On nous a volé tous nos cycles. Donc, le cycle circadien, on sait que c'est très, très important pour le corps, mais je veux dire, le cycle même d'ordre psychologique est important. Comment veux-tu être tout le temps au taquet au niveau d'aller aider les autres sans arrêt si à un moment donné, tu ne te poses pas, tu ne te remets pas en toi-même, tu n'es pas dans une introspection, dans une prière pour dire de savoir ce que c'est, ce que tu as besoin, ce qui te motive, te connaître avant d'aller vers les autres. Ce serait peut-être l'essentiel aussi, de se remettre parfois à repenser à soi. Donc moi, je suis complètement OK avec Moi, ça. c'est le premier mouvement, hein, dans la non-violence, à Ahimsa de Gandhi, c'est le non-agir. Non-agir, c'est ne pas donner d'énergie au monstre, ne pas le renforcer et ne pas s'épuiser non plus au passage. Et à partir du moment où ce non-agir est mis en place, il ouvre des pistes impératives d'agir juste. Si je ne mets pas mes enfants à l'école pendant le Covid parce qu'on leur fait du mal, ok, qu'est-ce que je fais? Parce que ça, c'est le premier pas. C'est les soustraire à la toxicité. Mais c'est ensuite dire, bah, je vais devoir travailler à faire une école, d'une manière ou d'une autre, à l'instruction en famille, et puis après, à faire une école si on me met des bâtons dans les roues à l'instruction en famille, etc. C'est pour moi une façon de regarder les choses qui aboutit toujours à un retournement en disant, ok, ben, je ne dépends plus du monde extérieur, je cherche l'autonomie, pas comme un but en soi, mais comme une façon de me trouver moi-même et de trouver à quel endroit j'ai de l'énergie. Et la réalité, c'est qu'on a toujours besoin du monde extérieur, on a toujours besoin des autres, d'entraide et tout ça. Et donc, c'est pas un but de devenir autarcique. Je serais capable de tout pouvoir faire tout seul, tout le temps. Non, là, vous êtes complètement devenu fou et vous êtes isolé. L'autonomie, c'est je sais où je vais mettre mon énergie, où je vais pas la mettre, où je vais accepter d'être aidé, où je vais pas vouloir là que quelqu'un d'autre prenne le lead sur moi. D'arriver à sélectionner aussi, est-ce que c'est une aide qui est juste, c'est-à-dire il y a un aller-retour entre toi et moi qui est juste, ou est-ce que là il y a une perversion? Tu es en train de m'utiliser, ou je suis en train de t'utiliser sans m'en rendre compte, sans m'en rendre compte. Toi, j'ai eu des gens comme ça, en gros, ils ont voulu faire des projets avec moi, mais parce que ça leur donnait de l'audience. Mais ils avaient du mépris pour moi au fond. Pas de vraie reconnaissance ni rien. Ça, c'est pas juste, ça, c'est pas OK. Après, voilà. Donc, et ça, il va falloir réussir à s'en protéger d'une manière ou d'une autre, réussir à comprendre que notre société, elle est presque bâtie comme ça maintenant sur le modèle relationnel comme une norme. C'est normal que tu te fasses baiser par ton contrat free, par ton contrat d'assurance, par ton contrat de bagnole, par ta. Non, c'est pas normal. La norme, c'est une coopération entre nous, un juste retour. Tu m'offres quelque chose, je te donne autre chose. Je te donne de l'argent, tu m'offres un service réel. Mais les clauses du contrat, elles sont claires. Elles sont pas. Il y a de l'authenticité dans ce qu'on veut.
Si la clause derrière ce que tu signes sur YouTube, tu sais, tu dis oui, oui, je te donne un service génial où tu vas pouvoir mettre tes vidéos. Ouais, mais c'est quoi le deal? Ouais, je possède ta vie, je possède tes datas, je te suce ton cerveau et toutes tes productions pour moi, mettre de la pub pour toutes les saloperies que je veux et voilà. Et en plus sélectionner ce que tu as le droit de dire et de pas te dire. Là, c'est pas OK. Là, on va être dans un deal qui est pas complètement OK. Donc, on va réfléchir avec YouTube. Enfin, vous allez réfléchir sur qu'est-ce que je mets sur YouTube, qu'est-ce que je mets pas, et comment j'arrive à me jouer de ce que je vous ai dit sur réciprocité. Hein. Je te redonne ce que tu me donnes. Est-ce que tu as peut-être une piste d'action, toi, perso? Je veux dire, qu'est-ce que tu mets en place? Parce que bon, tu te retrouves ici, tu me dis, la semaine dernière, j'ai été me présenter, donc c'est que tu n'as pas d'emploi pour le moment. Non, j'ai pas d'emploi et heureusement mon épouse travaille, c'est une chance. Comment tu fais, Dans la comment tu doctrine fais pour, dans la doctrine gandhienne de Ahimsa, de la non-violence, qui était en vue de faire sortir un colonisateur, hein, c'est-à-dire de virer les Anglais. Et les Anglais, c'est les pires. Hein. La perfide Albion, hein, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'Angleterre et à la City de Londres dans l'état du monde tel qu'on le connaît. Et donc, c'était probablement le plus grand défi de tous, d'aller foutre dehors les Anglais. Et pourtant, Gandhi y arrive, pas lui tout seul, bien sûr, hein, c'est tous les Indiens, en commençant par non-agir, par le boycott, et puis le boycott, choisir ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont donner leur énergie. Donc et puis il y a un élément dans cette doctrine, c'est l'autonomie économique. C'est-à-dire, de Gandhi, il dit ça, il dit si vous êtes les esclaves, que vous avez juste de quoi survivre, vous sortirez jamais de la dépendance. Non. Donc si vous acceptez de devenir en gros, les vils serviteurs du système pour un petit peu d'argent qui sera votre revenu universel ou je sais pas quoi, tu vois. Là, c'est foutu. Là, c'est foutu. Vous en sortirez pas. Donc, faut gagner en indépendance économique. Mon indépendance économique, elle commence par le non-agir, ne pas avoir de frais, me coûter peu cher, être finalement minimaliste dans ma vie. Et ça me va très bien parce que j'ai défendu l'écologie et la décroissance pendant des années et que pour moi, cette idée même de vivre dans une petite maison, de pas avoir des goûts de luxe, de pas bouffer du homard toutes les semaines, bon, j'exagère, hein, mais ça vient vite en fait d'avoir des choses très luxueuses sans même s'en rendre compte. Et là, il y a un tri à faire. Et pour gagner en indépendance économique. Et donc pour moi, c'est la première chose. Et puis après, il y a gagner en puissance économique. Qu'est-ce que je peux faire de manière non monétaire? Qu'est-ce qui ne passe pas par un revenu, par un salariat? Qu'est-ce qui fait que... alors, je vais donner des exemples très simples. Hein. Par exemple, j'ai les toilettes sèches. La sciure, jamais j'achèterais de la sciure. C'est un déchet pour beaucoup de gens. Donc, je commence par aller voir des menuisiers, des ébénistes et dire, est-ce que vous avez de la sciure? Et évidemment, j'en trouve, je les en débarrasse. Je leur évite d'aller à la déchetterie. Bon, bah ok, tout le monde est content, quoi. Et puis le deal, il est clair. Eux, ils savent ce que devient la sciure. Elle n'est pas faite pour faire du mélaminé avec de la colle ou je sais pas quoi dégueulasse qui va nous polluer encore plus. Elle va, voilà, elle va faire du compost pour faire des meubles Ikea qui vont nous mettre des coffres dégueulasses qui vont nous rendre infertiles. Non, non, j'exagère, hein, je dis ça comme une image d'épinal. On en a parlé, ça circule, c'est sûr que voilà, il y a des colles volatiles qui sont mauvaises. Donc tu cherches des alternatives pour... Voilà, et à partir du moment où tu n'es plus soumis à devoir bosser pour trouver de l'argent, le temps se dilate. Tu as beaucoup de temps pour aller chercher ces liens et ces alternatives économiques. Ça, c'est une chance. Qu'est-ce que je peux faire, toi? Qu'est-ce que je peux non faire? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Comment, en faisant ces choses pour les autres, je vais recevoir en retour? Et tout ça, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et si, enfin, je sais pas, si les auditeurs voyaient la quantité de cadeaux que j'ai eu c'est que probablement ça a été utile à d'autres et moi j'avais besoin de certaines choses, on m'en a donné. On nous a donné. C'est un peu l'abondance, c'est le lâcher prise sur. Bien sûr, on nous a donné à manger, on nous a donné le maraîcher nous a donné de la nourriture quand on était suspendu. Des gens nous ont donné même des choses qui peuvent paraître inutiles mais qui sont de la beauté, des œuvres d'art, des tableaux. On m'a offert de faire des cours de certaines choses pour me former, que je puisse faire une réinsertion professionnelle. Enfin bref, je peux pas dire, c'est l'abondance quoi. Ça. Et puis après, va falloir payer les factures. Comment, sur chacune des factures, je peux essayer de sortir de ça. Voilà. Cette réflexion de fond, c'est comment on habite le monde et comment on participe au monde et qu'il y a un juste retour.
Est-ce que ça n'est Et pas c'est pas aussi... gagné, hein, c'est pas facile. Il y a des fois, on est crispé, on a peur, et on se dit, ah, il me faudrait de l'argent pour la fin du mois. Oui. Pour moi, tous ces moments-là, c'est justement une invitation à dire, bah d'accord, rentre à l'intérieur de ça. Et s'il te faut de l'argent, pourquoi il te faut de l'argent? Parce Est-ce que que si c'est pas c'est une juste manière aussi de parce que t'as, revenir à l'essentiel, pardon, excuse-moi, ouais, de revenir à l'essentiel? bah, je suis guidé par cette idée de la communication non violente qui est toujours de revenir au fond sur ton besoin. Il y a une technique aussi qui s'appelle les 5 pourquoi. Quand tu fais quelque chose, tu te dis pourquoi je le fais. Puis une fois que tu as trouvé une réponse, tu dis d'accord, mais pourquoi cette réponse-là? C'est un peu comme les enfants qui te ah oui, pourquoi et qui à la fin disent parce que et ces 5 pourquoi ils t'amènent à gratter la profondeur. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis dans ce monde? Quelle est mon intention réelle? Et tu vois qu'il y a beaucoup de gens, ils savent même pas, ils savent pas pourquoi ils vont bosser, ils savent pas Non. pourquoi ils veulent gagner de l'argent, ils savent pas. C'est lié à de la peur, à de l'anxiété intrinsèque. Je veux de l'argent parce que quoi? Parce que Le j'ai peur de manque. mourir. Parce que j'ai peur de mourir. Mais tu vas mourir. Prépare ta mort intelligemment en ayant une belle vie. Ornemente tout ça en ayant une très belle vie faite d'aventures, hyper joyeuse et tout ça. Euh, euh, et ce qui est aussi très peut-être rassurant, hein, je peux en témoigner aux gens qui nous écoutent, c'est qu'à partir du moment où tu laisses ça filer, les aventures sont exceptionnelles. Oui. Il y a vraiment waouh, la densité du présent devient beaucoup plus compacte. Tu vois, et t'es plus en train d'entendre Consistant, ouais, éventuellement tes vacances dans 3 mois ou dans 6 mois, quoi. Et chaque semaine a son lot d'aventures. Des fois, t'en as trop. Tu dis, ah, j'aimerais souffler, quoi. Euh, donc, enfin voilà ce que je peux partager. Hein, c'est c'est un gros vraiment, sujet. mais c'est bien parce que je pense que le fait d'avoir ton expérience, ton ressenti au niveau humain, parce que bon, on te voit comme militant, mais on te voit aussi, je dirais, dans tes conférences, etc. Et puis le côté de voir ce que tu as vécu toi personnellement et de pouvoir le mettre, tu sais, le présenter sur la table en disant bah, écoute, moi aussi j'ai des moments de doute, hein, moi aussi cette fragilité qui est parce que tu es papa, donc tu as une famille, c'est aussi pour un homme c'est compliqué de se retrouver avec une femme qui gagne sa vie et puis de se retrouver que là on est amené à ne pas amener l'argent comme on voudrait voir dans le type judo-chrétien où c'est l'homme qui ramène le fric, la femme fait ceci, etc. Donc je veux dire, c'est plein de choses que les gens doivent se rendre compte que c'est le lot de tout le monde, même des personnes qui sont mises en avant et qui se battent tous les jours visiblement, ils ont les mêmes tracas, les mêmes questionnements bah, qu'eux-mêmes. Donc voilà, on n'est pas des surhommes, on n'est pas mieux pour la cause parce qu'on est mis en avant sur une toile. Les problèmes sont exactement les mêmes. Non, et puis il y a des gens qui ont beaucoup de notoriété qui sont en fait dans une grande souffrance, hein, qui justement Ouais. ont besoin de toute cette notoriété parce que ça les rassure quelque part. Moi, je crois qu'à un moment, on est toujours confronté à soi-même, un peu dans une sorte de nudité, euh, et puis dans le désastre, en gros, de tout ce qui a été euh, nos croyances, nos référentiels jusqu'ici. Et qu'il y a une sorte de, il y a un moment de deuil, comme on disait, hein. Il y a un moment de deuil de toute cette société, un deuil de, moi, tu vois, j'ai déjà fait le deuil de ma retraite, par exemple. J'ai reçu le truc avec les points retraite. Ok, j'aurai jamais de retraite, quoi. Vu le temps d'études que j'ai fait, etc. Enfin, laisse tomber, quoi. Il y a encore 97 annuités à faire. Enfin, je serais déjà mort, quoi. Enfin, et bon, bah, ok, c'est pas grave. Il y a sûrement d'autres façons de faire. Et Le hockey, moi j'aime beaucoup cette idée de hockey. Parce que en fait, finalement, c'est quand on s'attache, quand on s'accroche que ça fait mal. Je veux dire, les gens se raccrochent au peu qui reste. Moi, je dis toujours une chose, c'est que il faut voir qui tu sers. Est-ce que tu sers le gouvernement et tu auras les miettes du gouvernement parce que bon, ils sont en train de t'enlever tout au fur et à mesure, ou est-ce que tu sers quelque chose, une force beaucoup plus grande? Et j'observe la nature et je vois que les oiseaux ne manquent pas de nourriture. Ils ont à boire tous les jours. Et moi, je trouve que depuis que je suis dans cette idée de ne plus faire de concessions pour plaire à une société qui me fait perdre justement mon individualité et qui je suis, eh bien, plus je fais ça et plus je gagne. Alors, c'est pas de l'abondance financière, mais comme tu disais, c'est vraiment une abondance, c'est un échange. Je ne manque jamais de rien. Je dis toujours, j'ai une chance de fou, j'ai un toit, j'ai à manger tous les jours. Dire oui, j'ai changé mon comportement, je vais peut-être pas aller me chercher des nouvelles tenues toutes les semaines, mais grâce à ça, j'ai compris ce que c'était l'essentiel. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Et je pense que là, on est dans cette période aussi de changement où on passe d'une civilisation à une autre civilisation.
tout s'écroule parce qu'on a vu que tout ce qui était financier, tout ce qui était richesse, opulence, mais à dégobiller, parce que vraiment, c'est vraiment ça, hein, on en avait trop, tu n'apprécies plus rien. Que maintenant, quand on retrouve la simplicité de se dire, oh là, ah d'un coup, j'ai plus de salaire, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, et c'est là que tu te rends compte de la richesse que tu as en fait. Tu es enfin conscient de ce que tu as. Et ça, c'est une richesse qui pour moi voilà, elle n'a pas de prix. Donc voilà, c'est des valeurs que j'ai envie de partager à nos jeunes. C'est que justement d'apprécier tous ces moindres petits moments qui ont l'air d'être anodins, mais ça au moins on les a. Ouais, tout à fait. Merci pour ce mot sur cette société en fait du manque qui est orchestré, alors même qu'on est dans un monde d'abondance qui nous est offert en permanence, Oui. et qui vient nous faire prendre nos responsabilités. Je pense il y a un enjeu derrière le fait d'être des humains, c'est une sorte de responsabilité, d'être comme des intendants bienveillants, des gens qui veillent à justement pas faire trop de conneries et à se limiter dans leur volonté de tout transformer en permanence. Euh, voilà, des gens ont déjà ouvert la voie bien avant le Covid en parlant de slow medicine, de slow food, d'une sorte d'idéal de ralentir. Et il y a un sociologue qui s'appelle Armut Rozak qui en a beaucoup parlé dans un livre qui s'appelle Accélération et aliénation, où pour lui, un des enjeux de notre société, c'est d'arriver à changer le pas de temps, notre rapport au temps. Et ce que je peux vous dire, c'est que le Covid, pour tous ceux qui ont essayé d'agir, a assez densifié en termes de temps. Comme si ça avait duré des siècles et pas juste quelques années. Comme si c'était déjà plusieurs vies entières qui s'étaient déroulées en quelques mois, alors qu'on vivait dans une espèce de long bain d'eau tiède où tout était toujours pareil depuis 10 ou 15 ans pour certains. Bon, bah voilà, ça c'est une chance et ça vient questionner nos responsabilités. Je pense qu'on a une responsabilité. J'ai beaucoup dans notre entretien, là, on vient beaucoup de parler de l'idée de retourner sur soi-même, de prendre le temps, d'arriver à retrouver son besoin fondamental. Mais je crois qu'à partir du moment où on l'a contacté, à nouveau, il se refait un mouvement vers l'extérieur. Un mouvement où on a quelque chose à apporter au monde. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter au monde, à augmenter encore l'abondance dont tu parlais. Cette abondance, elle vient du fait que chacun d'entre nous a quelque chose à offrir, ou quand il le donne, il n'en a pas moins, ou quand il le partage, il a rien perdu, ou quand il le fait, il se trouve naturellement payé en retour, sans avoir besoin de se préoccuper de combien il va gagner. Un Et plus il rythme, donne, un plus il battement de cœur. reçoit. Comme ça, je reviens en moi, je redonne, je reviens en Ouais. moi, je redonne. En fait, on devrait tout simplement observer la nature. Tout est inscrit dans la nature et on devrait pouvoir analyser, voir comment ça fonctionne et comment ça fonctionne bien. Parce que toi, tu as vu ça, des cœurs qui. Et si ça pompe pas et que ça donne et que ça reste ouvert, au final, ça perd de l'intensité, ça perd de la puissance. Donc, il faut parfois que la pompe se resserre pour qu'elle puisse redonner encore avec plus d'intensité. Donc, je trouve que c'est une belle idée, effectivement, de revenir vers soi, de prendre le temps pour soi et puis après de revenir sur l'avant de la scène et de pouvoir donner à son tour. Je trouve ça Il y très a enrichissant. un dernier point peut-être que je peux partager, et puis on va peut-être aller doucement vers une conclusion si tu es OK. Oui, C'est que dans les façons d'agir, on a parlé du non-agir, on a parlé de l'idée du don, de ne rien attendre en retour, et pourtant il va y avoir abondance de retour. Mais si vous êtes crispé dessus, il y aura pas. Donc il vaut mieux. Et puis ce sera peut-être pas sous la forme que vous croyez. Ce sera peut-être pas du tout de l'argent ni rien, mais bien autre chose. On a parlé de cette question du temps et de changer son cours d'écoulement, et puis d'une sorte d'ascèse, de se protéger de l'information toxique et de la porosité à la folie collective, parce elle est contagieuse. Et donc il faut être fort pour faire face à une contagion. Sinon vous allez être malade aussi, hein. Et donc pour réussir à pas être malade, on a parlé de la joie et de la paix comme boussole. Et il me semble aussi que dans l'agir juste, il y a différentes orientations. J'ai parlé de ça plusieurs fois, mais en montrant qu'il y avait peut-être 4 dimensions d'agir juste. Une dimension de lutte contre le système, ouais. et c'est très dur. On essaie de répondre pied à pied, d'être dans cette espèce de réciprocité à la violence qu'on reçoit pour arriver à se faire à désarçonner en fait la violence qui est en face.
bon, ok, il y a des gens pour qui c'est le chemin, quoi. Il faut qu'ils exercent cette colère et tout ça, et ils le font bien. Mais encore une fois, pour moi, il y a une espèce, il y a une boussole à garder, une mesure à prendre dans notre compteur personnel. C'est est-ce que, en m'étant opposé toute la journée, je suis rincé et épuisé? Et dans ce cas-là, c'est pas sûr que ce soit le bon chemin. Ou est-ce que je suis joyeux à la fin de la journée? Ouais, qu'est-ce qu'on leur a mis et tout ça. Et je me sens en paix, je me couche joyeux. On a fait le procès à Delfrécy ou je sais pas quoi. Ah, tout va mieux, voilà. On va obtenir réparation. Bon, ok. Ça, c'est être contre le système. Il y a ceux qui sont à l'extérieur du système, ils sont dans l'alternative. Et ils jouent à faire des écoles démocratiques, des écoles Montessori, des écoles Steiner, où ils jouent à faire des monnaies alternatives avec un petit groupe de gens. C'est super. Et on a besoin. Là-dedans, il y aura à boire et à manger. Il y aura des choses qui marcheront, d'autres qui marchent pas. Mais un peu comme quand vous jouez au Playmobil ou au Lego. Hein. Des fois, le truc Lego, il ressemble à rien, quoi. Et bon, on va faire un autre vaisseau. C'est pas grave, on va reprendre les pièces, puis on va recommencer. Et c'est l'idée de retrouver l'élan créateur de l'enfance. L'idée que de faire mentir l'impossible, de cette insolence des miracles, de retrouver le fait qu'il y a des miracles, que c'est possible. Et qu'en plus, on peut faire des miracles. La réalité, c'est que nous passons notre temps à faire des miracles. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un Messie qui le fasse à notre place. Il est déjà venu et donc c'est bon. Nous avons tout l'exemple. Voilà, exactement. Il est déjà venu, il y a pas besoin. En fait, c'est une controverse qui est très importante chez les chrétiens depuis longtemps. C'est est-ce qu'il est le fils de Dieu et incarné, ou est-ce qu'il est incarné et puis en fait on est tous Dieu. Et les chrétiens sont pas tous d'accord en fonction des. Il y a eu beaucoup d'hérésies qui ont été sur qui on a tapé, etc. Mais on pourrait penser que pour certains, le fait de dire c'est le fils de Dieu, donc c'est pas à ma portée, je suis pas capable. C'est comme s'empêcher soi-même, dire ah non mais c'est le chef, c'est le patron qui va faire à ma place. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de patron qui fera à notre place. C'est nous-mêmes, nous sommes ça. Et nous sommes capables de le faire. Et tous les gens qui ont créé des bars associatifs, qui ont fait des manifs et tout, ils ont fait des miracles. Je peux vous assurer qu'ils ont fait des miracles. Et ils voient pas ça, ils sont pas capables de le voir. Mais si juste on se posait, on regardait, on dirait mais waouh, c'était pas possible en vrai de sortir sans masque et tout. Il y a des gens, ils sont passés, ils ont pris le train sans passe, sans masque, sans rien. Ils l'ont fait, je peux vous assurer. Et invisible, il y en a qui ont mis leur cape d'invisibilité. Ils ont fait des miracles pour de bon. Donc nous sommes capables de le faire en permanence, alors même qu'on pense que c'est impossible. Et ça, peut-être une petite phrase que vous pouvez garder comme un mantra, c'est qu'on dit en permaculture, c'est quand je pense qu'il y a qu'une seule façon de faire, que c'est comme ça et pas autrement, c'est il y a toujours au moins une autre façon de faire, au moins une autre façon de faire. Et donc si je pense que j'envisage le problème de cette façon-là et qu'il va falloir que je me plie et tout ça, c'est comment je pourrais au moins faire autrement un petit peu. Ça, c'est ceux qui jouent avec l'alternative. Il y a ceux qui sont dans le système. Eux, ils sont bien dociles, ils sont dedans, ils le tiennent. Ouais, il faut payer les impôts, il faut faire le machin, et je suis salarié. Bah heureusement qu'ils sont là aussi, parce qu'ils tiennent la baraque. Ils évitent que pour le moment, le bateau s'effondre complètement. Continuez à écoper un peu, les gars, parce que pour le moment, on n'est pas encore complètement tous sous l'eau. On va pas crever tout de suite. Donc là, ils sont profs, ils sont instits, ils sont médecins, ils sont gendarmes, ils sont chefs d'entreprise. Et ils font le truc, quoi. Bon an, mal an. Et ils savent qu'ils se font baiser. Hein. Ils avalent vous demandez à un restaurateur ou un chef d'entreprise s'il se fait pas baiser, il va vous dire, bah ouais, non mais... on est dans un système qui me rince fiscalement. Moi, j'essaye de faire quelque chose pour les autres. C'est pas possible, quoi. Et ok, bah ceux-là, ils sont très importants. Et ils ont été très importants dans le Covid. J'ai pris l'exemple des profs qui ont dit aux élèves, non mais ton masque, tu le mets pas, je m'en fous, quoi. Tu fais ce que tu veux dans ma classe. Ouais, mais le fait juste de dire ça à certains élèves, de montrer que c'était possible, de eux-mêmes enlever leur masque, il y a plein d'enfants qui ont compris que c'est pas parce qu'ils mettaient leur masque ou pas qu'ils allaient tuer mamie ou pas. Voilà. T'imagines juste ça. Ils ont libéré, ils ont fait un miracle pour plein d'enfants là aussi. Parce qu'il y a plein d'enfants qui se sont dit bon bah si le prof qui est ma figure d'attachement, il fait ouais ça va, ouais tu veux mettre le mets-le, voilà, mais sois pas dupe, hein, c'est pas grave. Moi-même je vais l'enlever un peu de temps en temps pour respirer. Ils ont baissé le niveau de peur et de soumission de manière très importante. Pareil, tous les flics et gendarmes qui ont dit bon ouais, je l'ai pas vu lui. Ça, c'est l'heure, il est 18h10, il est censé être confiné chez lui. Hop, je l'ai pas vu. C'est pareil, ça a plein de gens qui se sont dit ouais ça va, le confinement c'est des conneries quoi. Donc heureusement qu'ils étaient là, figure d'autorité pouvant dire on se calme, mettre des bâtons dans les roues au système, tout en étant dans le système. Heureusement qu'il y a eu des médecins qui ont fait défaut, des infirmiers qui ont fait défaut à des gens qui devaient faire leur stage et tout. Et ils ont permis à des gens qui gardent leur boulot, puissent continuer à bouffer, etc. Fassent leur stage en tant qu'étudiant. On ne le créera pas sur tous les toits. Donc, je veux dire, exactement. Ils restent dans le système d'une manière ou d'une autre pour être utile.
Exactement. Et moi, c'est mon message aussi à ceux qui sont dans le système. C'est restez-y si c'est votre place juste, que vous êtes en paix et dans la joie. Et qu'en plus, vous arrivez à filouter avec. C'est juste filouter, faut le faire bien. Si mon grand-père il me disait, si tu fais une connerie, fais-la bien. Sous-entendu, te fais pas prendre. Donc là, c'est pareil, c'est te fais pas prendre. Et, et, et évidemment, il faut faire des choses. Quand un système est injuste, quand il y a des lois iniques, évidemment, il faut pas les respecter. Voilà, moi, je suis un anarchiste, hein, donc je suis au clair avec ça. Et puis, il y a une dernière dimension d'agir pour moi, c'est ceux qui racontent l'histoire. Les ménestrels, tu sais, au Moyen-Âge, qui étaient à côté du chevalier, qui allait battre le dragon, et qui disaient le chevalier va se battre contre. Tu vois, ils étaient là avec leur lutte ou leur harpe, et ils racontaient l'épopée de Roland, le truc. Et ils sont en Afrique, ce sont les griots. C'est les narrateurs, ceux qui racontent l'histoire. Ils sont hyper importants parce qu'il faut qu'on raconte l'histoire. Ça s'est pas du tout encore assez raconté. Tout ce qui a été fait pendant le Covid pour le moment, c'est la télé qui continue à dire 5 ans après, non, c'était bien de confiner, c'était bien de masquer. Allez vous faire foutre, c'est pas vrai. Tu vois, là, il faut que des gens racontent et disent, ce n'est pas vrai. C'est faux ce que vous racontez. Et qui racontent l'histoire autrement de toute la résistance qu'il y a eu. Voilà. Et à quel point tout ça est une imposture. Ce que je pense, c'est qu'on a tous ces 4 dimensions d'agir en nous. On est tous un peu contre le système, dans l'alternative ailleurs, à fond dedans par d'autres dimensions, en payant notre facture de ci ou ça, de téléphone portable, et à fond, ou en étant sur YouTube, et à fond, et aussi en train de raconter l'histoire. Et que ces 4 dimensions-là, c'est mettre de la conscience dessus, de la clarté. Ok, tiens, Fouché, il m'a parlé de raconter, mais je vais le faire, cet album souvenir des 50 Covid. Déjà pour vous, pour la famille. Puis je vais le faire, cet album souvenir plus gros, de vidéos, de films, d'un documentaire, d'une pièce de théâtre, d'un livre, j'en sais rien, d'un poème, d'un recueil de poèmes sur le sujet. Faites-le, faites-le. Voilà, c'est hyper satisfaisant quand et c'est pas que raconter, hein, c'est toutes les dimensions dont je vous ai parlé. Vous voulez faire un procès depuis des années à ces enfoirés qui vous ont injecté des trucs toxiques, faites-le. Voilà, vous commencez, vous prenez l'adresse d'un avocat, vous y allez, vous faites, vous commencez à faire, parce que c'est pas, il y a beaucoup de gens, ils veulent que tout soit borné avant d'y aller. Ils veulent un projet tout ficelé. Ça, c'est la logique transhumaniste de notre système, qui met des plans, de la planification partout. Non, l'idée de l'idéal héroïque auquel on est convoqué aujourd'hui, c'est tu vas y aller, tu sais pas ce qui va se passer. Et ce sera différent de ce que tu pensais. Mais par contre, il faut que tu commences à y aller. Pouvoir d'adaptation. Ouais. Et tu penses que tu vas faire un procès, tu vas faire ci, mais en fait, tu vas voir que l'histoire va se révéler complètement différente et elle va te retourner sur toi-même. Mais t'es en colère, fais-le. Moi, je peux vous donner juste ce témoignage. Hein, c'est pas ni un conseil ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un témoignage. J'étais derrière mon écran à l'hôpital, en train de regarder ce qui se disait sur le Covid. Puis je voyais ce qui se passait dans mon service. Je disais, mais c'est quoi? C'est des conneries, quoi. Il y en a pas un qui va parler là. Il y en a pas un qui va ouvrir sa gueule dans les réanimateurs là. Tous ceux qui vont sur les plateaux télé. Et j'étais en colère. Je commençais à être en colère vraiment. Tu vois, de me dire, mais purée, c'est pas comme on nous dit quoi. On est en train de nous mentir. Et les gens ils gobent ça. C'est insupportable. Il faut que quelqu'un qui est dans le système parle. Puis, tu sais, je réalisais pas. Je réalisais pas en fait. J'étais en train de regarder mon écran, dire il y en a pas. Qui est-ce qui va y aller là? Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui me tapote sur l'épaule, qui dit oh, t'entends ce que tu es en train de dire? Ça veut dire que c'est toi. Exactement. Et je dis non, c'est dangereux, je vais perdre mon boulot et tout. T'es en colère, ça t'insupporte. C'est toi qui vas devoir le faire. T'es sûr? Et au bout d'un moment, voilà. Parce que je ressens ça aussi par moment, tu vois. Voilà. L'air de dire 2 mains dans le dos, là, tu sais, qui poussent, et puis alors tu fermes les yeux, tu dis ah, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Mais bon, tu suis parce que t'as pas le choix, il y a quelqu'un qui te pousse dans le dos. Ouais, exactement. Écoute, tout grand merci pour ce témoignage. C'était très agréable comme conversation. Je pense que ça a apporté pas mal de petites idées et de motivation pour ceux qui encore ont peut-être des doutes et qui n'osent pas se prendre encore en charge. Chacun à sa mesure, il n'y a aucun jugement. Tout ce qu'on fait, tant qu'on ne reste pas dans l'immobilisme, va être bon de toute manière. Quoi qu'il peut arriver, c'est soit on se trompe, soit on gagne. Donc il n'y a rien de plus en fait au final. Donc les crêtes, c'est juste dans la tête. Exactement. Moi, souvent, ce que je me dis, et quoi? Et au pire de tout ça, il faut on pas en meurt. Moi, on en meurt. Je suis un peu vulgaire, moi. Non, je dis souvent, il faut pas me faire un deuxième trou de balle. Parce que souvent, c'est le cas, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? En fait, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? De toute manière, rien. Au pire, on en meurt, mais la réalité, c'est qu'on va tous mourir.
Donc autant avoir une vie qui est dense et remplie. Les latins, ils appelaient ça memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et si tu te souviens de ça, voilà, ça veut dire à chaque fois que tu as des trucs qui arrivent, tu fais OK. Bon, au pire, j'en crève. Bon, bah, ça peut sûrement être mieux que ça. Donc on y va. Je vais faire ce que je peux. Et, voilà. Respirer un grand coup et puis. Et si chacun d'entre nous faisait ce qu'il peut, hein, mais waouh, c'est sûr que tout bouge. Hein, je peux vous assurer. On change le monde, mais en très vite. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi pour cette expérience de vie, cette tranche de vie. C'était très très enrichissant et j'espère que les auditeurs ont apprécié. Une toute belle journée. Ouais, très bonne journée à tout le monde et voilà, il y a plus qu'à. Merci. Bon. Au revoir.